Allô à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Aujourd'hui, on parle des sortilèges, puis il y a beaucoup de choses à dire sur les sortilèges, vous allez voir. Je suis accompagnée de Félix, mon coloc, et de retour encore une fois, et Anne-Sophie Gravel. Allô. Salut! Anne-Sophie, je te reçois aujourd'hui. En plus, c'est toi qui as eu l'idée du thème de l'épisode, donc merci beaucoup. C'est toi qui as fait la recherche, puis tout. Nous, on a vraiment hâte, moi puis Félix, de rebondir vraiment à tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui par rapport aux sortilèges. Ça va être vraiment intéressant de comme s'attarder à ce sujet-là en profondeur. Toi, tu es doctorante en cinéma. Ouais. Tu te spécialises sur l'analyse de culture populaire, l'adaptation de romans à l'écran, études féministes exactement. aussi. On peut te lire dans le magazine Cool. Oui. Chanceuse. C'est cool. Dream job. Ouais. Et dans le média indépendant Pivot. Oui. Alors, bienvenue, puis Merci. j'ai vraiment hâte d'entendre tout ce que tu vas avoir Ça va à nous être dire sur les sortilèges aujourd'hui. Et avant toute chose, je voulais juste mentionner aux auditeurs, je ne sais pas si vous suivez ma page Instagram Potter pour Québec, mais j'ai récemment partagé en fait une recette de bière au beurre. Récemment, au balado, on a parlé de la bière au beurre avec Maxime et Alexandra quand on parlait des expériences d'Harry Potter qu'on peut vivre à travers le monde. Puis là, on parlait de la bière au beurre, puis on disait que ça nous avait pas tant... qu'on avait été un peu déçus du goût là, de la bière au beurre qu'on peut essayer décevant, dans les parcs Orlando que tu peux acheter comme officiellement. Puis, dans le fond, j'ai fait une collaboration avec Mordu, qui est la marque bouffe de Radio-Canada, puis ils ont concocté une recette de bière au beurre comme officielle, une recette de bière au beurre maison comme... officielle, je veux dire genre officielle québécoise. Là. C'est comme une recette. Tu sais, tu peux en trouver sur Internet, mais celle-là, c'est comme la bière au beurre du Québec. Il n'y a pas nécessairement de sirop d'érable dedans, là, mais elle est vraiment bonne. Félix, on l'a fait ensemble à la maison. C'était super bon, honnêtement. Tu sais, la vraie, justement, bière au beurre est comme trop sucrée. Je pense que c'est ça qui avait déçu les gens. Ça goûte juste le soda mousse. Il n'y a aucun beurre. Toi aussi, tu penses ça, dans le fond? Vraiment. C'est totale déception. Oui. C'était super... onctueux, si tu veux, la recette que tu avais faite. Là, la crème était super gentille, puis la crème, la mousse... Non, c'est vraiment léger. OK. C'est super léger. C'était léger, c'était sucré, évidemment. Il y a du caramel, il y a de la root beer, puis tu peux décider si tu mets de l'eau pétillante ou du cream soda. Puis justement, j'ai pris l'eau pétillante pour que ce soit moins sucré. Puis c'était justement justement pas en parfait. mettre? Genre, pourquoi ça pétillerait? Oui, je sais. Ben, je pense que c'est à cause du fait que c'est une bière. Oui, OK. Fait que pour garder l'effet bière, il faut que ça pétille. Oui, puis dans des canettes aussi. Dans le... Exactement. Ouais. Bref, si vous voulez essayer la recette à la maison, le lien est dans le descriptif de l'épisode ou sur le site de Mordu, mordu.ca. Vous cherchez bière au beurre dans la barre de recherche et ça va vous mener directement à ça. Donc, c'était ma petite rubrique bière au beurre. Maintenant, on peut revenir à Anne-Sophie. Là, vu que c'est ta première fois au balado. Oui. On veut savoir dans quelle maison de Poudlard tu es. C'est qui ton personnage préféré? Je vais tout vous dire. Oui, dis-nous. OK. La maison là, de Poudlard, là, ça, là, c'est une grosse question. Je pense que tous les invités sont un peu dans cette vibe. Quoi qu'il y en a qui sont super sûrs d'eux-mêmes, là, mais... Puis moi aussi, j'ai toujours été sûre de moi, OK? Je suis Gryffondor. OK. C'est ce que me dit Pottermore, c'est ce que me dit mon choix. Genre, si j'avais le choix pour, c'est ça que je lui demanderais. Ceci dit, moi, je considère que les 4 maisons, tu sais, c'est comme 4 qualités qu'on a tous. C'est juste qu'on les a à certains degrés, puis il y en a qui prédominent, tu sais. Puis dans les dernières années, j'apprends à embrasser un côté serpentard de moi. Genre, tu sais, je trouve ça cool, l'ambition, tu sais. Mais je veux pas non plus être comme les serpentards, genre, qui deviennent des mange-morts, qui oublient complètement que les autres ont des sentiments, là. Comme Félix. Tu veux pas donner le serpenteur comme Félix. Il était genre, wow, comme moi. Non, mais pour vrai, je trouve que c'est une qualité à la base, que c'est juste qu'il y a plusieurs serpentards qui font le mal, là, qui choisissent ça. Puis ils sont dépeints aussi comme étant les vilains de l'histoire, on va se le dire. Les serpentards égale méchants. C'est ça. Fait que, tu sais, ils ont mauvaise presse, là, mais j'apprécie quand même. Fait que j'ai ce côté-là en moi, mais je suis quand même Gryffondor, là. C'est ce que je c'est le fun, genre Gryffondor, serpentard, tu t'entends pas ça souvent, je trouve. Ben, Harry, il a ce dilemme-là. Oui, lui, vrai, en tout cas, le chapeau, vous voyez ça en lui, là. Ouais. Puis Dumbledore, il dit que c'est correct, là, que c'est des belles qualités. Fait que je me sens validée par extension par Dumbledore. J'adore ça. Puis ton personnage préféré? OK, ça aussi, c'est une grosse question. Oui, bien c'est sûr, oui. J'y ai réfléchi longuement, puis je pense que j'ai pas le choix de dire que c'est Hagrid. C'est un bon choix. C'est la première fois que quelqu'un dit Hagrid. Ah, je suis contente. Ben oui. Il me touche tellement, ce personnage-là. Là. Puis, tu sais, juste le fait que c'est lui qui a sorti Harry des décombres, c'est lui qui est son premier contact avec la magie, puis c'est lui, à la fin, tu sais, dans le set, qui
appartient son corps, là. Ouais. C'est full un beau rappel de leur première rencontre dans les décombres. Il me touche, ça n'a pas de bon sens, ce personnage-là. Là, moi, je Hagrid égale réconfort dans ma tête. Tellement. Là, c'est T'as envie d'être dans ses bras. Je vais donner un câlin à Hagrid. Vraiment. Puis tu sais, pour vrai, je suis pas encore remise de la mort de Robbie Coltrane. Genre, I'm not okay. Quoi, la mort de qui? C'est pas arrivé. Non, c'est ça. Genre, je suis encore dans l'étape 1 du déni. Oui, 100%. OK, ben super, j'adore ta réponse. Ben, encore une fois, bienvenue au balado. Merci. Puis toi, t'as écouté là, les épisodes du Moi, j'ai balado. écouté tous les épisodes du balado, Yes. ben, sauf celui qui est sorti aujourd'hui. Là, mais Donne-toi le temps. Oui, c'est ça. Justement, aujourd'hui, on est le mercredi 12 avril, puis là, comme 1 heure avant qu'on commence l'enregistrement, a bomb dropped. HBO, J.K. Rowling, tout le monde a confirmé. En fait, il y a des publications qui sont sorties sur les comptes officiels comme quoi la série Harry Potter va en effet arriver. Une série à venir dans les prochaines années. Là, on ne sait pas exactement quand. On ne sait pas avec qui non plus. C'est très encore préliminaire, c'est juste annoncé. Donc, 7 saisons qui vont adapter les 7 livres en détail. Je vais pas dire en ce moment ce que j'en pense parce que notre après-show Patreon va être dédié à ça aujourd'hui. Ouais. Donc, rendez-vous sur Patreon pour savoir ce qu'on en pense. Là, c'est sûr que l'épisode est seul. Là, l'épisode sort comme quelques semaines après la journée d'aujourd'hui. Là, je sais pas comment le dire. Là, on est le 12 avril, l'épisode sort dans comme 3 semaines. Mais tantôt, oui, le live Instagram, mais ça, c'est déjà passé avec les gens qui nous écoutent en ce moment. Comme tu comprends ce que je veux dire. Les sortilèges, my God, c'est tellement un sujet... En fait, je pensais pas, faire un épisode là-dessus, puis ça montre justement à quel point on peut aborder plein de choses différentes dans un balado sur Harry Potter. On n'a pas besoin de juste faire des épisodes sur comparaison les films, c'est sûr, c'est vraiment bon faire ça, mais c'est bon des fois de s'attarder à d'autres sujets puis de les explorer en profondeur. Un de mes sujets préférés, personnellement, les sortilèges, là, je capote. Je me faisais des listes là, quand j'étais petit, là, puis que ce sortilège-là fait ça, puis ça. J'avais mon grimoire, j'avais une baguette, puis tout. Là, j'étais vraiment dans les sortilèges, à fond. Ouais. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup dans les jeux aussi, là, les jeux vidéo. Oui. Là, genre le bout de sortilège, moi, je capotais. Flipendo! Oui! Reducto! Parfait. Bon, petite intro là, pour les sortilèges. Donc, les sortilèges, c'est au cœur de l'univers magique, évidemment. Sont enseignés à Poudlard pour que les sorciers apprennent à maîtriser leur magie au travers de sortilèges, apprennent les sortilèges qui vont leur être utiles justement parce que des sortilèges, c'est utilisé pour faciliter une tâche, pour se défendre contre un ennemi, pour s'amuser des fois. Donc, il y a plein d'utilités différentes aux sortilèges. Il y en a beaucoup. Puis c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va parler des différents types de sortilèges, comment ils ont été comment sont introduits dans la vie des sorciers, c'est quoi les restrictions autour de ça, comment ça fonctionne justement le principe d'un sortilège, puis qui peut en faire, qui peut pas en faire, bref, en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus. Donc, Anne-Sophie, je te laisse commencer, puis nous, on va rebondir à ce que tu vas dire, puis écoute, ça va être le fun. Puis participons, ça va être le fun. Yes, sir. Pour moi, les sortilèges, c'était comme... une évidence que j'avais le goût de parler de ça parce que pour moi, ça veut dire beaucoup sur les personnages qui les lancent, puis juste en général sur l'organisation du monde de la magie dans Harry Potter. Puis là, j'ai le goût qu'on y aille un peu, on va y aller un peu graduellement, là, genre on commencera pas tout de suite avec les plus hard, puis c'est pas comme ça qu'Harry apprend non plus comment ça fonctionne, puis on le voit dans les livres puis dans les films, comme tu disais, il y a plusieurs utilisations, puis il y a une gradation là-dedans, au début c'est comme plaisant, les sortilèges, puis à la fin c'est des armes, là, littéralement. Puis tout ça commence avec la baguette, l'acquisition de la baguette. Je pense nous-mêmes, on en a tout eu, là, et slash, on en a encore. Moi, j'allais encore. Oui, vraiment. C'est essentiel. Oui, OK. Ben là, j'espère que t'en as une. Comme une baguette, une fausse, là, vous voulez dire. Si elle marche pas pour toi, c'est ton problème. Craque-molle, là. Mais pour moi, la baguette, c'est comme un peu le symbole du privilège, parce que dans le monde des sorciers, les sorciers, ils se voient eux-mêmes comme étant au sommet de la pyramide. Puis c'est vraiment la baguette qui est leur instrument de pouvoir, littéralement, là, les pouvoirs magiques, mais aussi juste le pouvoir social que tu as. Puis, c'est un prérequis pour lancer les sortilèges plus difficiles. Puis, ça fait qu'il y a beaucoup de sorciers qui se croient supérieurs, mais pas juste les sorciers là, qui pensent qu'il y a des sangs purs, tout ça, mais juste en général, les sorciers, par rapport aux autres créatures magiques, ils croient qu'ils sont supérieurs. Puis ça, on en a une illustration parfaite au ministère
avec la statue fontaine qu'il y a comme au milieu. Tu sais, c'est comme, ça représente, c'est un sorcier puis une sorcière avec la baguette levée au ciel. Puis en dessous d'eux, il y a un centaure, un gobelin puis un elfe de sirène, maison. Je pense que c'est me semble qu'il y a comme une queue de poisson. Il y a différentes dans les films, on voit que c'est vrai une créature aquatique. Je me rappelais pas de ça. Oui. Puis Harry, il explique vraiment, quand il va pour la première fois au ministère, qu'il voit que les créatures, ils regardent vraiment les sorciers avec une immense admiration. Puis il se fait la réflexion, voyons, genre, jamais un centaure nous regarderait de même, ça n'a pas rapport. T'sais. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. T'sais, les centaures, là, on s'entend qu'ils comprennent pas mal plus d'affaires que bien les sorciers. Oui, avec c'est pas l'astronomie, c'est genre ils lisent dans les étoiles, ils voient le futur, l'astrologie. Oui, ils ont leur propre pouvoir, mais ils n'ont pas le droit de posséder des baguettes. Puis les elfes de maison non plus, les gobelins non plus. Puis c'est pas pour rien que Hermione, dans sa lutte pour les droits des elfes de maison, elle explique que leur objectif à long terme de la SALE, c'est de modifier la loi sur la possession des baguettes. Parce que c'est ça qui représente finalement d'avoir accès à ce pouvoir-là, d'avoir accès aux privilèges, même si on s'entend, ils ont quand même des pouvoirs, là, genre Dobby, là, il est super puissant, là, il fait plein d'affaires. Il a des armes de même. T'as aucune chance contre lui. Là, Ils sont extrêmement puissants, mais je pense que les sorciers ils ont vraiment catché ça. Puis ils savent que si tu donnes une baguette genre à un elfe de maison, ben là, toute leur organisation sociale s'effondre, parce que là, ils vont se rebeller puis ils vont devenir peut-être plus puissants qu'eux-mêmes, les sorciers, tu sais. C'est vrai. Puis, fait que tout commence avec la baguette. Puis Harry, lui, il a vécu dans la soumission, genre, toute sa vie, là, on s'entend, là, chez les Dursley. Chez les Dursley, non, il n'y avait aucun ami, aucun amour, rien. Puis, dès qu'il apprend qu'il est un sorcier, c'est sa première peur de ne pas être capable de faire de la magie, tu sais, d'arriver là, puis genre, il est le seul, comme un peu tweet, qui est incapable de jeter un sort. Il pense même que la répartition, c'est ça, tu sais, un examen. Genre, oui, c'est vrai. Un peu qu'est-ce que t'es capable de faire. T'sais. Sortir un lapin d'un chapeau. Oui, c'est ça. Parce qu'il voit le chapeau. Oui, puis là, il pense ça. Il dit bon. C'est vrai. Oups, quelle angoisse. Mais finalement, c'est pas le cas du tout. Tu sais, Harry, il se rend compte en arrivant là que tous les autres enfants, là, c'est la première fois qu'ils ont une baguette, ils n'avaient pas vraiment le droit d'en faire. Mais il reste que quand même les sorciers, avant d'avoir leur première baguette, ils font comme des sortilèges inintentionnels, là, que j'appelle les enfants. Là. Je pense que c'est comme ça qui est la confirmation que tu es un sorcier, tu sais, d'ailleurs. Oui, ben, il y a le livre et la plume là, que j'avais mentionné par rapport à l'épisode des questions. Que c'est comme ça qu'ils sont sélectionnés. Exactement. Donc, tu nais de parents magiques, puis la plume, elle veut écrire ton nom d'admission, mais un petit rappel, là, que c'est vraiment au niveau des sortilèges inintentionnels, comme tu dis, que l'enfant va être officiellement considéré comme étant sorcier, puis comme il peut être enfin être acquis à l'école de magie. Fait comme, mettons qu'il est sur la liste, là, ça se peut que s'il fait pas une manifestation de magie, genre, on le retire. Oui, exactement. Mais il sera jamais écrit dans le livre. OK, c'est ça. Il va juste pas passer à l'étape officielle. Puis, ben Neville a full peur de ça. T'sais. En fait, sa famille avait peur de ça. Mais Neville, lui, c'est arrivé dans une situation, je pense qu'il était dans l'embarras, puis il a réussi à faire quelque chose. Puis Harry, c'est ça aussi. T'sais, Harry, en fait, on se rend compte que lui, il revisite ses souvenirs là, dans le premier, puis il est arrivé plein de choses bizarres dans sa vie. Puis c'était tout le temps quand il vivait un sentiment intense, mais vraiment souvent d'humiliation. Là, comme, mettons, une fois, Tante Pétunia, il a coupé les cheveux vraiment laides, en laissant juste une frange comme pour cacher sa cicatrice. Puis là, le pauvre Harry, il dort pas de la nuit, là, il en est malade. Il va se faire tellement 1000 fois plus intimider le lendemain à l'école. Puis finalement, ils ont repoussé. Mais toutes des affaires comme ça, c'est parce qu'il y a un sentiment vraiment, vraiment vif qu'il réussit à faire de la magie sans baguette. Puis ça, pour moi, c'est important parce que ça veut dire que pour lancer un sort, puis ça revient constamment après ça dans la série, il faut que tu aies l'intention de le faire. Il faut absolument, faut pas juste que tu dises la formule, là, ça marchera pas. Il faut que tu le ressentes au plus profond de toi, il faut que tu veuilles le faire. Puis ça, c'est intéressant parce que ça rejoint notre conception humaine, là, dans plusieurs sociétés, comment on juge les crimes. On vérifie essentiellement 2 critères. C'est est-ce que la personne l'a fait, puis est-ce que la personne voulait le faire. Puis c'est ça, là, l'idée, ça s'appelle la mens rea, là, l'intention coupable. Dans notre justice, nous-mêmes ici au Québec, c'est ça. Puis chez les sorciers, c'est comme ça aussi. Donc, tu sais, je pense que vous vous étiez posé la question dans l'épisode sur la comparaison entre le livre Prisonnier d'Azkaban puis le film. Tu sais, est-ce que la légitime défense, genre, c'est considéré, on peut faire un sortilège si on est vraiment en danger de mort? Puis, selon cette logique-là, la réponse serait oui, parce que ton intention à ce moment-là, c'est pas de... C'est de te défendre. C'est de te défendre, c'est de te sauver la peau, tu sais, finalement.
Fait que ça va vraiment être important pour comprendre que pourquoi les sortilèges, après ça, ils ont des gravités, puis pourquoi ils sont sanctionnés, puis pourquoi il y a tout un ministère qui s'occupe de ça, de régir les sortilèges, parce qu'à la base, ça part d'une intention. Puis ça, les enfants sorciers, ils l'ont. C'est leur première étincelle de magie, ça vient de ça. C'est tellement... wow. C'est justement ce que je disais, là, à quel point... de nouvelles façons, là, tu le compares avec notre société, notre vie, le monde réel, puis il y a vraiment des liens à faire, là, puis ça s'applique complètement, à ce qui est installé dans le monde de la magie, là, c'est des crimes. C'est vrai, là, parce que tu as une baguette. Ben c'est puissant, pour lancer des sorts. C'est une arme. C'est une extension de toi, comme un couteau, c'est ton extension de toi pour tuer quelqu'un, tu sais. Ça fait partie de toi. Fait. D'ailleurs, ils font des moves d'escrime un peu, là. Oui. Dans les duels, comme une épée. Oui. C'est dangereux. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont à l'école. C'est vraiment pour apprendre à utiliser leur pouvoir, utiliser leur baguette, leur magie. Ouais. Maîtriser leur magie, maîtriser leur baguette, puis apprendre, c'est ça, différents sortilèges. Fait qu'il suffit pas d'avoir une baguette. Tu sais, ça prend la baguette, ça prend la formule, ça prend le mouvement, mais en plus de ça, genre l'affaire primordiale, c'est l'intention. C'est l'intention. Ouais. Puis d'ailleurs, moi, je me pose la question, je sais pas ce que vous en pensez, mais parce que, tu sais, on sait que Ron, dans le deuxième, tout le long du livre, sa baguette est brisée. Là. Ouais. Puis à la fin, tu sais, il lance un sort. En fait, c'est Lockhart, je pense qu'il lance un sort à Ron, mais avec la baguette de Ron, tu sais, pour lui faire perdre sa mémoire. Puis finalement, ben ça se revire contre lui, puis c'est Lockhart qui perd complètement la tête. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est parce que la baguette de Ron est brisée ou c'est parce que c'est la baguette de Ron? Genre, elle va pas lancer un sort à Ron. Tu sais, elle est infidèle à la personne, puis genre, elle sait que Ron n'aurait jamais l'intention de lancer ce sort-là, tu sais. Parce qu'ils sont quand même reliés. Très bonne question. Mais en même temps, le sort de Crash Limace s'est reviré complètement contre lui. En étant la baguette de Ron. Fait que, tu sais, je pense que c'était vraiment parce que sa baguette était pétée. Pour moi. Ça se peut. Mais j'ai souvent pensé, tu sais, mettons avec la baguette de Suro, je pense que c'est un exemple qui est super concret. Oui, comme à la Voldemort qui brise qui veut tuer Harry. Est-ce qu'il a vraiment tué Harry parce que c'est un Horcrux, parce que c'était sa baguette, parce que c'est parce que ça? Fait que je pense qu'encore une fois, je pense que un bon questionnement. Était cassé tu sais. Elle marche mal, là. Elle est dans le coma, là, comme. Elle est rendue. Elle reconnaît plus. C'est ça, là. C'est ça. Ouais. Mais c'était vraiment un bon questionnement à amener. Ron est super intéressant parce que, avec mon affaire d'intention, je trouve, parce qu'on le voit dans le premier, tu sais, quand ils vont sauver Hermione, là, dans la salle de bain avec le troll, tu sais. On a beaucoup ri avec l'histoire, tu sais, bon, le va-et-vient, là, on l'a tout appris, là, le Wingardium Leviosa. Mais je trouve aussi que c'est pas juste parce que là, il a appris à bien faire la formule, c'est parce que là, il fait la formule pas pour faire lever une plume, là, c'est pour sauver, genre, la vie de quelqu'un, là. Il veut en maudit, là. Tellement! Fait que, tu sais, puis c'est ça qui est le fondement de leur amitié, puis même éventuellement de leur amour. Ben ouais. Fait que, tu sais, mais Ron, c'est comme lui qui a un peu plus de misère avec les sortilèges, mais on le voit que quand il a l'intention, pour vrai, il est bon. Un coup que tu as ta baguette, que tu as la formule, le mouvement, l'intention, on peut commencer à faire de la magie. Yeah. Puis, ben là, les premières années commencent. Nous, on suit Harry. Là, je sais pas si c'est toujours le même cursus dans chaque année scolaire, mais il commence avec des sortilèges de base. Il y a je pense que les tout premiers qu'on voit, c'est le Lumos, qui reste après ça un essentiel. Même Harry, il le fait par réflexe un été, là, alors qu'il n'a pas le droit de le faire, mais c'était tellement utilitaire. Puis honnêtement, on peut les comprendre maintenant qu'on a des lampes de poche. C'est ça que j'allais dire. Dans le fond, c'est ta flashlight en arrière de ton téléphone. C'est en dessous du sofa, ben tu vois rien, ta flashlight. Dans le fond, les baguettes, c'est comme notre cellulaire. On peut pas s'en passer, c'est super utile. Est-ce que tu peux te tuer avec ton cell? Je sais pas. Probablement, oui. Tu peux tuer la réputation de quelqu'un. Wow! Shit! Je pense qu'on peut le faire, même Lumos, avec notre cell. Genre, tu sais, dans les années 2010, là, il était comme, vous pouvez dire Lumos à votre téléphone, puis genre la lampe de poche, ça Mais j'ai jamais essayé, là, mais... Je sais qu'il y a une baguette magique, c'est une télécommande de télévision, que tu fais tel mouvement, ça change de channel. Ouais, c'est fucké. Puis je pense qu'il y a un mouvement vraiment, tu sais, pour chaque channel. Pour fermer la télé, pour l'ouvrir, pour volume plus, volume moins. Je connais quelqu'un qui l'a. Incroyable. J'avais vu ça en ligne. C'est fou. Ouais, je suis pas rendue là, mais... À voir, à suivre. À suivre.
Il y a le Alomora aussi qui se révèle très utile. Mais tu sais, tous les sortilèges de base, à part, mettons, l'humos, là, je pense que tu peux les utiliser pour faire des actions graves. Tu sais, comme, mettons, tu débarres une porte que tu n'es pas censé. Ils l'utilisent dans le département des mystères. Mais ça reste que ça, les premiers sortilèges qui se font apprendre, qui sont plus inoffensifs. C'est plus pour... L'introduction à la magie. L'introduction à la magie. Fait que faire de la lumière, débarrer des portes. Wingardium Leviosa, super utile. On n'a pas l'air de pouvoir lever des choses très lourdes avec ça parce qu'il y a un autre sortilège qui est comme pour lever des corps. Tu sais, à un moment donné... Les corpus, fait que je pense que la massue du troll, c'est peut-être la limite du poids, là, à moins que tu te mettes à plusieurs. Je sais que dans les jeux vidéo, pour lever des affaires vraiment lourdes, il faut que tu te mettes à une Harry Potter Lego, il faut que tu te mettes 2 là, pour des affaires des fois. C'est juste en général, je pense que dans l'univers d'Harry Potter, plus que la cible est grosse, plus tu as besoin d'être en gang. Mettons, genre un sorcier tout seul ne pourrait pas, mettons, stupéfixier un dragon. Non, impossible. Il faudrait que ce soit comme 3-4 qui stupéfixent un dragon, parce que le dragon est beaucoup trop massif pour un seul sorcier. Oui, puis en plus, un dragon a plein, comme d'écailles qui le protègent. Fait que quand tu le lances à plusieurs, tu as plus de chances d'atteindre un point. Ouais. Comme dans le 7.1, qu'on les voit installer le chapiteau au mariage. Ils sont toute une gang. Ils ont chacun leur bout de chapiteau, puis let's go. Oui, puis tu sais, dans les jeux, je pense en particulier le 4, tu sais, s'il y a quelqu'un qui se déconcentre puis qui arrête, là, qui lâche, là, ben ça tombe. Il faut tout recommencer, genre du début du sortilège. Fait qu'on voit vraiment qu'on peut les combiner. Là, oui, c'est ça. On peut faire un travail d'équipe avec ça. Il y a le Axio aussi, très utile. Je pense que ça, il y a plusieurs personnes qui voudraient être capables de le faire. On en parlait tantôt, moi puis Félix, parce que j'étais comme, ça serait quoi, toi, si tu pouvais faire un sortilège? Mais c'est ça, je voulais vous demander. Ce serait quoi celui-là? Ben moi, ce serait Axio. Moi, je perds tout le temps mes affaires. Demande à Félix, là, à la maison. Je tout le temps. Genre, j'ai-tu laissé mes AirPods à la maison? Genre, il y a mon portefeuille. Tantôt, on prend le Uber pour s'en venir. Elle sort du Uber, son portefeuille n'était pas là. J'aurais juste pu faire Axio portefeuille. Moi, c'est plus dark. Moi, ça serait clairement genre un des sortilèges impardonnables ou genre morse-mordre, comme faire apparaître la marque des ténèbres dans le ciel. Ah, je sais pas, juste le thrill de la faire apparaître. Genre, mais je pense que comme pour pas aller trop dark, genre impéro, comme contrôler. Mais t'as le droit de laisser ton dark self. Mais ça serait les 3. Oups! Genre, au volant, là, des fois. Andoloris. Excuse-moi, genre, my bad, je voulais pas. Mais ouais, définitivement Impero, Andoloris, Avada Kedavra aussi. Il y a une coupe qui passerait. C'est une blague. Moi, je pense que c'est le sortilège d'agrandissement que je voudrais faire. Genre, Engorgio, genre. Je connais en anglais plus qu'en français, vous m'excusez à la base. Moi, je connais pas en anglais, mais tu sais, ce qu'ils utilisent pour la tente là, des Weasley, là, à la Coupe du Monde. OK. Tu peux comme vivre dans une théière, là, genre, mais c'est comme un palace à l'intérieur. Là. Moi, je capoterais. Je pensais que tu parlais de faire grossir un objet. L'araignée dans le 4e film. Non, j'ai pas besoin de faire grossir les objets. C'est quand même intéressant, c'est le fun. Moi, j'aimerais ça pour une araignée immense. Je me demande c'est quoi le nom du sort, mais oui, donc vraiment agrandir l'espace dans un espace. Oui, puis c'est ce qu'Hermione a fait à son sac aussi. À son sac, c'est ça. Mais c'est le contraire d'une malédiction, dans le fond, c'est un enchantement. C'est un sortilège, mais c'est un enchantement comme c'est à long terme, tandis que le sortilège va être lancé vraiment plus comme on the spot, la baguette claque. C'est ça, pour faire un effet immédiat. C'est ça, exact. L'enchantement, c'est comme elle a enchanté son sac pour que son sac devienne plus gros. Je sais pas si c'est infini. Je sais pas. C'est petit, t'es dedans, mettons. Quand il redevient petit, là, t'es genre pogné dedans. Shit. Imagine. Je sais parce que, je sais pas, là, c'est peut-être pas éternel, cette affaire-là, parce que sinon, les sorciers n'auraient pas de maison, là. Ils vivraient genre dans des petites affaires, là. Mais ils seraient full vulnérables. Moi, c'est ça. Jusqu'à où c'est confortable de vivre là-dedans aussi, on sait pas. Tu vas te faire brasser. Mettons, t'es dans le sac d'Hermione, t'es tout petit, tu dois te faire gentil, shaker, à court, pis tout, genre. Je sais pas qu'est-ce que tu vis, tu sais, quand t'es dedans. Mais tu sais, dans la tente, en tout cas, c'est comme si c'était un appart, tu sais, avec genre une salle de bain complète. Ça, le rêve, cette tente-là. Je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai vue dans le film. Genre, j'y pense souvent. Puis en plus, dans les livres, il y en a 2. Il y en a un pour les gars, puis un pour les filles. Puis les filles sont juste 2 dedans, tu sais, c'est Hermione puis Ginny. Genre, à quel point, genre, c'est le rêve. Ils ont un palais, là, pour eux autres. Incroyable. Fait que moi, ça serait ça, là. Il n'y a pas de troupe pour recevoir une gang d'amis à la maison, là. Jamais. T'as 3-4 tentes dehors dans ta cour, tu peux recevoir, genre, ta famille au grand complet. Oui, puis tu sais, t'as jamais besoin de déménager. Si il te manque une pièce, tu l'ajoutes. C'est vrai. Dans ton petit cabinet en bas, tu rentres, mais c'est rendu ta salle de bain. Moi, c'est ça, là, mon préf. Vraiment. OK, ben bon, je suis à bord. C'est vraiment utilitaire. Bon choix. Juste pour revenir à Axio, là,
avais commencé à en parler. Axio s'est enseigné un peu plus tard dans l'histoire, par contre, parce que c'est Maugrey qui le montre à Harry dans le 4, parce que là, ça va lui être utile pendant la tâche du dragon, mais c'est enseigné plus tard à l'école. Il y a full de misère aussi, Harry, à faire Axio. C'est un sort compliqué. Une des premières fois que, tu sais, les de base, là, il y a vraiment de la misère, Harry, puis il se pratique beaucoup dans les livres là, avec Hermione. Là. Ils passent des soirées de temps à pratiquer ça. Il y a full de misère, puis moi, je trouve ça intéressant que ça se passe dans le 4 parce que, tu sais, dans le 4, Harry, il est comme super mal. Tu sais, lui, il est pris dans la compétition. Il a aucunement le goût de faire cette affaire-là. Là. Genre, c'est la dernière affaire qu'il voulait. Fait que là, tout le monde parle de lui, autant à l'école que dans les médias. Tu sais, Rita Skeeter a fait plein d'articles sur lui vraiment dégueu. Fait que la dernière chose qu'il veut, c'est attirer l'attention. Fait que moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait de la misère avec le sortilège d'attraction, tu sais, parce qu'il est vraiment pas dans ce mood-là. Tu sais, lui, il est en mode genre, je suis un caméléon, là, ne me regardez pas. Damn. Je suis bouche bée. Mais c'est vrai, my God. Ouais. Puis encore une fois, pour en revenir à ce que tu disais, l'intention. Oui. Elle était pas là. Pas en tout. Il voulait pas attirer quoi que ce soit en ce moment. Mais quand il était devant le dragon, il n'y avait pas le choix, là. Oui, Axio et éclair de feu. Ça devait être vraiment être dur parce que, tu sais, normalement, l'objet, t'es censé le voir, je pense. Ouais. C'est comme dans les règles de base. Au début, ils disent que pour jeter un sortilège, il faut que tu vois l'objet. Puis ça se perd un peu là, dans la série parce que, tu sais, il y a toute une intrigue là-dessus là, de Rogue qui jette un sort. Ben, eux autres, ils pensent qu'il jette un sort à Harry pendant le match de Quidditch, dans le premier. Je pense que c'est son premier match de Quidditch, d'ailleurs. Puis là, ils disent, oui, on est sûr qu'il jetait un sort parce qu'il clignait pas des yeux, il regardait Harry non-stop. Mais par après, ça se perd parce qu'Harry est capable de faire venir l'éclair de feu, genre, sans le voir, alors qu'il est vraiment loin. Ça aussi, je sais pas c'est quoi la limite. Peux-tu faire venir quelque chose d'un autre pays, genre? Ben non, parce qu'il n'y aurait pas de hibou. Ouais. C'est vrai, la distance, ça se limite où, dans le fond? Comme où est-ce qu'on Axio accepté, Axio pu accepter? Genre, je sais pas. Moi, je pense que c'était limite le balai. Parce qu'elle était où, dans le fond? Il a-tu genre stacké en arrière d'un arbre? Dans le livre aussi, c'est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre, ouais. Il l'a même pas rapproché. De loin, mais c'est ça, il aurait pu, genre, la mettre à Hermione, genre, tu sais, dans un gradin. Ben oui, full. Puis il attend en arrière de la roche, puis il se fait, genre, quasiment flamber, puis il est comme... super longtemps, parce que, je sais pas comment... Le balai est sorti, là. Genre, il a pété la fenêtre. Dans les couloirs, les escaliers, la grande porte. Laisse ta fenêtre ouverte, au moins, je sais pas. Donne-y une chance. Donne-y une chance, pour vrai. Il s'est pas aidé, mais il voulait respecter la règle. Okay. Qu'on a droit à rien, là, j'imagine. Moi, je pense que c'était la limite. Il y a le sortilège Impervious aussi, super intéressant, que c'est Hermione qui apprend à Harry, tu sais, pour rendre ses lunettes imperméables. Dans le 3e livre, je pense. Oui. Ouais. Puis après ça, ils s'en servent, toute l'équipe de Quidditch, c'est quand il fait vraiment mauvais. Là, c'est assez intéressant aussi comme sortilège utilitaire. C'est vrai, puis besoin de parapluie. Non. Tu t'es impervious, puis l'eau rebondit sur toi, puis t'es correct. Oui, parce que je pense que tu peux te rendre toi-même. Tu sais, l'utiliser sur des lunettes, mais ça peut être n'importe quoi. Puis ça, c'est le genre de petits sortilèges qu'ils apprennent dans leurs premières années d'études. Là, plein de petits sortilèges utilitaires. Ça. Ouais. Mais ils ont de la misère, là. Tu sais, même la métamorphose là, dans le premier, là. Il faut qu'ils transforment, je pense, c'est une allumette en aiguille. Hey, ça leur prend genre 4 cours sur ça. Là. Au début, il y aurait juste à la mettre un petit peu grise, là, un petit peu métallique, mais juste un tout petit objet, c'est difficile. Là, ils le disent, c'est comme un effort, c'est physique. Là. Il y a vraiment quelque chose... Je pense que c'est en lien avec les baguettes aussi. Moi, j'avais cru comprendre que, dépendamment du bois de la baguette, ça avait un impact par rapport à n'importe quoi. Qu'il y en a qui étaient plus promptes à la métamorphose, aux potions, à ça. Fait que peut-être que c'est un lien. Genre, les potions, ils mélangent-tu avec leur baguette? Ben, je sais que peut-être des tics. Des fois, il y a peut-être une petite incantation pour face au-dessus du chaudron. Parce que je me demandais, mettons, il y a mouille-tu? Non. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Impervious. Ouais, c'est ça. Et comment c'est pour le jeter sur la baguette? Non, c'est vrai. Trop. Ouais. Puis certains bois, comme ils sont pour certains types de personnalités, en tout cas, c'est super intéressant. Fait que ça doit aller, tu sais, la baguette, quand tu as choisi la personne, elle doit avoir une prédisposition en cette personne-là pour un type. Comme, je pense que le bois d'Hermione, je m'en rappelle plus c'est quoi. Bois de rose, c'est un bois de rose, peut-être. Je te fais confiance. Rose, parfait. Mais c'est pour les gens qui ont une envie d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Apparemment, Pierre Hermione, ça a toujours été ça, elle veut toujours accomplir plus. C'est dans mon petit livre. Genre The Unofficial, c'est en anglais, pardon. C'est le livre non officiel des sortilèges. Puis il y a comme des pages au début, là, puis ça explique vraiment les bois. Fait que tu vois, la baguette d'Harry, ben, c'est du Holy. Puis c'est bien pour ceux qui ont des problèmes émotionnels. Puis qui doivent se lancer dans des quêtes périlleuses. Mon doux, je sais pas, il n'y a pas tant de monde. Là. Ben, ça s'applique bien, là. Vraiment. Ron, c'est genre super loyal, ne va pas performer pour n'importe qui d'autre que lui.
Sa première baguette, parce qu'il y a 2 baguettes. Fait qu'en tout cas. Ils sont là, ces 2 baguettes? Oui, ces 2 baguettes sont là. C'est quoi la différence, maintenant? Attends, on va aller voir parce qu'il a évolué, là, Ron. Fait que c'est ça, sa première baguette super loyale, blablabla. Puis la deuxième baguette, pouvoir de guérison. Choisis souvent des personnes qui sont insécures par rapport à eux-mêmes. Mais tu sais, Ron est super insécure aussi par rapport à Harry, là. Harry, puis à sa famille. Super inférieur, oui, c'est ça. Sa famille, on en a parlé, je pense, dans un autre épisode. Sa famille est super insécure, c'est le dernier. Ben, pas le dernier, là, mais comme... Oui, ben c'est le dernier gars. Puis il y a des frères qui sont rendus partout. Oui, il y a de la grosse pression, puis il se sent vraiment pas bien. Fait que je trouve que ça fait vraiment... Bref, c'était une petite parenthèse que je voulais amener. Super pertinent, merci. Rien. Je pense que ça conclut pour moi les sortilèges utilitaires, parce qu'il y en a vraiment plein d'autres, mais tu sais, on le voit, mettons, Mme Weasley, elle les utilise pour faire la cuisine, tu sais, pour genre faire le ménage, tout ça. Mais on les nommera pas toutes, là. C'est à peu près tout ce qu'on fait, là, dans notre vie. Là, c'est au quotidien. Je pense qu'à cause de ça, ils doivent pas avoir de laveuse, sécheuse, tu sais, ils ont pas de balayeuse, ils ont pas rien, là. Dans notre côté, il n'y en a pas une seule. C'est quand tu vois, mettons, dans le film, genre tu rentres, tout se fait tout seul, la vaisselle se lave, le tricot se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ils n'ont pas d'électroménager. Non, le rêve. Ensuite, on arrive aux sortilèges qui sont, pour moi, des infractions mineures. Mais comme je le disais, pour vrai, en repensant à ce sortilège-là, là, tu peux vraiment, si tu veux, tu peux vraiment, vraiment faire souffrir quelqu'un avec ça. Mais c'est quand même moins grave que les sortilèges impardonnables. Puis, tu sais, je donne un exemple. Le premier que j'ai noté, c'est le Rictus Sempra. Tu sais, c'est genre le sortilège de chatouillis. Ça fait rire, là, ouais. Fait que, tu sais, bon, c'est quand même soft, là, par rapport à Endoloris, mais tu sais, ça peut vraiment gosser. Ben, si tu fais ça sur quelqu'un pendant 3 heures, là, il peut virer fou. Même plus, là. Pour vrai, là, genre, ça devient enrageant. Tu sais, se faire chatouiller, c'est drôle comme 5 secondes, là. Après. Je pense qu'il y en a un autre, c'est Tarantalegra qui te fait danser. Oui, puis ça, ça c'est fou parce que Neville, il subit dans le 5e au département des mystères. Il se fait lancer le Tarantalegra. Fait que là, pauvre petit lui, genre, il est tellement vaillant, j'en parle plus tard, là, mais je trouve que ça, c'est rajouter l'insulte à l'injure. Genre, tu sais, il fait tout ce qu'il peut. Puis là, en plus, il se fait lancer un sortilège super humiliant dans un contexte vraiment grave. C'est comme si, genre, les mange-morts, ils trouvent qu'ils méritaient pas, genre, quelque chose de plus intense que ça. Genre, pauvre Neville. Pauvre Neville. Tu sais, à la fin, c'est genre le dernier, tout le monde est sauvé. Puis lui, il est encore là, tu sais, puis ses jambes, genre, se tortillent, comme, faites quelque chose. Pauvre Neville. Ouais, fait que ça, c'est un vraiment bon exemple. Genre, de prime abord, c'est pas grave, mais... Dépendamment du contexte, je pense que ça peut vraiment être grave. Puis ça me fait penser à Neville Petrificus Totalus, probablement qui est dans ces types de sortilèges. Oui, absolument. Je l'avais noté avec le stupéfixe, d'ailleurs. Ouais. Pour moi, c'est pas tout à fait clair. La différence. J'ai demandé tantôt à Félix. Félix, la différence. Parce qu'en fait, ce que tu me dis, je vais le traduire, c'est des jinx. Plus que genre un sortilège. Mais la traduction de jinx... Ouais, nous, on n'a pas en français, je pense, toute cette déclinaison-là des sortes de sortilèges. Ouais, non, c'est... Mais enchantement, c'est comme c'est bon. Non, j'allais dire un mauvais sort, mais c'est pas vraiment ça. Oui. Moi, j'ai la traduction sur Google Translate, fait que c'est vraiment pas la best. Porte-poisse. fait que je pense que c'est ça, c'est un hoodoo, genre c'est mettons, c'est pour faire du mal à quelqu'un dans une durée de temps qui est comme infinie. Fait que tant aussi longtemps qu'on retrouve pas la personne qui est pétrifiée, Petrificus Totalus, comme tu peux pas t'en sortir. Faut faire le contre-sort. Faut faire le contre. Tu sais, quand t'étais jeune, là, les jinx. Ouais. Tu sais, comme on dit une affaire en même temps, jinx. Ouais. Ben, tu peux plus parler. Jusqu'à temps que quelqu'un dise ton nom 3 fois. C'est un peu dans cette optique-là. Comme t'es jinx, comme jusqu'à temps que. Puis tandis que stupéfixe, c'est vraiment un sortilège. Puis qu'un autre sortilège pour ramener cette personne. Fait qu'il y aurait une limite à stupéfixe de temps? Ben, dans le fond, je pense que c'est le sortilège, c'est Énévarté. Puis ce sortilège-là est utilisé pour ramener les gens à la conscience. Puis stupéfixe, c'est un sortilège d'inconscience. OK. Ben, la différence avec Petrificus Totalus, tu me disais, c'est plus Petrificus Totalus, t'es vraiment... Oui, c'est ça. Classique. C'est le sortilège de saucisson, fait que t'es comme... Comme si t'étais ligoté. Est-ce que c'est le même que de jambes en coton? Non, je pense pas, non. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Des similaires. Le champ est très, très vaste. Oui, il y a beaucoup de nuances. De sous-catégories des jinx, des sortilèges et des ça. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, là, que c'est des jinx. Oui, c'est des jinx, on comprend vraiment. C'est vrai, mais qu'il y a quand même une mauvaise intention. Oui, ben c'est quand ça, tu les lances. Fait infraction mineure, je te rejoins un peu là-dessus, comme c'est un peu ça. Tu n'auras pas prison à vie avec ça, là, mais tu peux. Là, quand tu fais pas danser quelqu'un
de manière infinie parce que tu l'aimes. Non. C'est comme, il y a quelque chose, tu veux le faire chier. Oui. Ça fait partie de tous les petits sortilèges qu'ils vont se lancer avec Malfoy, tu sais, dans les couloirs. Oui. Là, puis il y a le sortilège qui fait apparaître des furoncles aussi. Oui, exact. Furonculus. Oui, furonculus. Le sortilège pour agrandir les dents. Ah oui, c'est quoi ça? Que Hermione reçoit dans le... Dentes Augmento. Oui. Ouais, que Hermione reçoit puis qui lui permet après finalement de se les faire. Fait que finalement, ça vire à son avantage. C'est des sortilèges, je trouve, qui sont comparables aussi aux bonbons des Weasley. Les Weasley aiment ça, c'est des jinxers, là. Ils lancent des sorts coquets, là, puis c'est pour, en parenthèse, excusez-moi le langage, faire chier le monde. Tu sais, mettons, ils vendent leurs bonbons pour que tu sortes de classe rapidement, tu fais pousser des furoncles, fait comme, tu sais, c'est des sortilèges qui sont en lien avec ces bonbons-là, puis les Weasley, ben, ils sont pas méchants, mais comme ils sont quand même mal intentionnés. C'est des mauvais coups. C'est des mauvais coups, des joueurs de mauvais coups, des troubles fêtes. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça ressemble. Moi, on dirait que si j'étais sorcière, je le suis, mais bon, si j'étais sorcière, c'est juste que là que j'irais. Jusqu'au sortilège infraction mineure. Là. Moi, j'irais jamais comme toi, Félix, dans le sortilège mais moi, je serais mange-mort. Ben, on le sait. Il était tellement assumé. Oui, à 100%. Mais je pense que si tu étais dans une situation où tu es en danger, tu le ferais. Un sortilège impardonnable? Peut-être pas impardonnable, mais tu ferais un sortilège plus grave. Plus grave. Comme en légitime défense. Tu sais, mettons que toute ta famille est menacée, là, un petit impéro, ça se peut que tu le fasses. Mettons le sortilège qui met le feu à quelque chose, si on le mettrait dans quelle catégorie? Pas dans infraction mineure, parce que ça serait tu peux allumer ton feu pour tes guimauves, mais tu peux aussi mettre le feu à la maison. Oui, c'est ça. Fait que ça, honnêtement, je pense que là, ça dépend vraiment de c'est quoi ton intention. Là, quand le Major Mago, va comparaître, à mon avis, c'est ça qu'ils vont regarder, parce que il y a des sortilèges, là, c'est comme un peu anodin, mais même à faire pour l'eau, là, tu peux noyer quelqu'un. Oh my God, c'est trop le fun comme sujet, là, depuis tantôt, je suis comme, pardon! Mais c'est comme infini, tu sais. Ben, vraiment. Mais tu sais, c'est ça, on a plusieurs questions, parce que, tu sais, je trouve que les sortilèges ouvrent beaucoup de... tu sais, des avenues différentes. Puis, honnêtement, genre, pour vrai, un livre comme ça qui expliquerait toutes les questions qu'on se pose, là, ça serait pas pire. Tu sais, je sais pas si c'est ça que ça fait. Là. Ben, plus ou moins, dans le fond, c'est un dictionnaire. Tu as les mouvements de baguette, dans le fond. Tu as les cores, tu as l'étymologie de certains, sorts, tu as des chapitres. Justement, là-dedans, tu as les charms, les jinx, les malédictions. Fait que, fait que ça, c'est des nuances qui doivent se retrouver dans les livres en anglais, mais qui se perdent peut-être un peu dans la traduction en français. Parce que, genre, faire des jinx... C'est intéressant. C'est très intéressant. Pour moi, il y a aussi, j'ai une question par rapport à, c'est quoi la limite de qu'est-ce qu'un sortilège? Parce que quand ils se font présenter les cours la première année, puis même chose quand ils se font présenter c'est quoi, mettons, les épreuves pour atteindre la pierre philosophale, ils disent, ben chaque prof a fourni un sortilège. Ouais. Mais là-dedans, il y a des trucs, tu sais, comme les potions, là. Pour moi, c'est clairement une autre branche de magie qui n'est pas un sortilège, tout comme la divination n'est pas un sortilège. Pour moi, mais eux, ils présentent ça comme si c'était toutes des sortes de sortilèges. Fait que, tu sais, je sais pas c'est quoi la limite. T'sais, est-ce que c'est juste qu'est-ce que tu lances? Ben vraiment, moi, je me suis toujours posé la question, tu sais, pourquoi le cours de sortilège s'appelle ainsi quand en métamorphose, c'est des sortilèges également que t'apprends, là? Puis en défense contre les forces du mal aussi. Ouais. Mais comment, quand ils font leur choix, genre, tu sais, mettons Flitwick puis McGonagall, genre dans leur réunion, là, où ils ont séparé leur plan de cours, genre, comment ils ont fait pour séparer? Qui va enseigner quoi? C'est ça, Flitwick, c'est comme strictement probablement les utilitaires. C'est tout le reste qui n'est pas de la métamorphose. Ouais. Puis ce qui n'est pas de la défense, pour la défense contre les forces du mal, tu sais. Ridiculous, c'est pas lui qui va enseigner ça, tu sais. Effectivement. Fait que, ouais. Intéressant. Genre rendu en 7e année, excuse-moi, il enseigne quoi, Flitwick, là? Ça, c'est vraiment une bonne question. On ne saura jamais. Je pense que la difficulté des sortilèges aussi doit augmenter. Ça prend plus de temps. C'est comme 4 sorts par année rendu à la fin. Exactement. Plus de pratique, plus de volonté. Il y a un sortilège que Hermione lance dans le 5e. Peut-être que tu connais. Moi, je ne sais pas ce que ça fait. Ça s'appelle le sortilège protéiforme. Mais à un moment donné, elle dit qu'elle a fait ça. C'est quand elle a ensorcelé les galions. Pour qu'ils se donnent leur réunion là, pour leur ami de Dumbledore. Ils ont tout un galion. Puis là, Harry, il change la date puis l'heure. Puis là, il devient chaud. Puis ça leur dit quand est-ce qu'ils vont avoir la réunion. Puis là, il y a un gars qui est super impressionné parce qu'il dit à Hermione, « t'as fait un sortilège protéiforme. » Tu sais, ça, c'est le niveau aspic. Normalement, c'est juste les 7e années qui font ça. Fait que, mais Hermione, c'est sa force aussi. Hermione, c'est sa force. Les sortilèges, je pense qu'elle était prompte, elle, à... sa baguette là, extraordinaire. C'est ça, Hermione, dans le fond. Là. Fait que... Définitivement, ses propres personnages aussi, je pense, qu'elle soit autant bonne dans ce domaine-là. Elle est vraiment bonne. C'est triste qu'elle soit comme stigmatisée pour ça, parce que je suis comme, hey, elle est juste vraiment hot, genre, admirez-la, là. Oui, genre, vraiment, pour vrai. Vraiment.
Les forces du mal. Oui. Les sortilèges, là, Ben- comme on frôle depuis tantôt, les sortilèges Exactement. Les méchants. impardonnables, Ouais. les sortilèges qui sont plus considérés comme des crimes, c'est pas bien de les faire. Exactement. Le premier point que je m'étais noté, c'est comme un à côté, là, puis genre, c'est juste une remarque que je me suis faite en relisant les livres. Je trouvais que il y avait vraiment dans les livres, puis on s'entend que c'est sorti dans les années 2000, 99-2000. Ouais. Je trouve qu'il y a une préfiguration de l'intelligence artificielle. Genre, il y a plein d'objets que je trouve qu'on dirait que c'est ça, puis c'est une mise en garde, comme le journal de Gédusor. Puis ça engendre le conseil que M. Weasley donne, qui est, faut jamais se fier à quelque chose dont tu sais pas où est son cerveau, tu sais, puis tu le vois pas prendre ses décisions. Puis ça, c'est le conseil qu'Harry, il se répète après ça pour plusieurs objets. Tu sais, comme la carte du maraudeur, là. C'est un objet ensorcelé. Il est méfiant au début, je pense. Hein? Il est méfiant parce qu'il se rappelle ce conseil-là, puis c'est quand même particulier, là. C'est comme si, dans la carte du maraudeur, il y a une partie de la personnalité des maraudeurs, mais qui se met à jour, là. Eux autres, là, ils voient que c'est Harry, ils comprennent que c'est le fils de James dans le futur, mais c'est pas eux. C'est comme, ça pour moi, c'est que les objets ensorcelés, là, c'est comme des intelligences artificielles. Il y a la plume à papote aussi, vrai. qui est bizarre. Vrai. La plume puis le livre, c'est vrai. Ouais, La plume à papote, ça, c'est pas la plume de Poudlard. C'est la plume papote, ça, de Rita Skeeter. C'est C'est vrai. Ouais. La carte du maraudeur, ouais. Ça me rend vraiment perplexe, la carte du maraudeur, parce que je suis comme... C'est vraiment bizarre, là. Comment ils peuvent être dedans, mais c'est pas eux, genre. C'est comme si c'était un logiciel, tu sais, qui se met à jour avec les infos. Si, Windows 7, genre. La carte à Louvre, il est temps pour ma mise à jour. Tu sais, mettons qu'ils font un nouveau passage, là, probablement qu'elle se met à jour. Tu sais, si elle voit toutes les petites personnes marcher, là. Puis le choix pas aussi. C'est un autre. Pour moi, c'est un autre de ces objets-là, tu sais, qui réfléchit tout seul, qui est comme lui, il fait ses affaires. Puis c'est aussi une partie du cerveau. Je pense que c'est Gryffondor qui l'a fait, là. Ou peut-être c'est un peu les quatre. C'est l'esprit des quatre, mais c'est un chapeau à Godric. Ouais. Fait c'est un peu, il tire un peu sur Godric. Ouais. Fait que ça, je trouve important de faire une parenthèse sur les objets ensorcelés parce qu'après, ils ont comme leur propre indépendance puis ils peuvent se revirer contre les humains. Puis j'étais comme, wow, c'est quand même clairvoyant que dans les années 2000, il y avait des mises en garde sur ce type d'objet-là. Puis là, aujourd'hui, genre en 2023, ça commence, tu sais, on commence à se poser des questions là-dessus. Jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce qu'on va faire quand les machines n'ont plus besoin de nous, tu sais? C'est le même questionnement qu'ils ont. Mind blown. C'est vrai. Fait que ça, je trouve important d'en parler parce que ça peut être une force du mal. S'il n'est pas fin. Tu sais, le choix pas, il pourrait faire des dégâts. Juste Barjo et Burke, là, la boutique dans l'allée des embrumes, c'est juste ça. C'est des objets ensorcelés, nocifs, genre pour les dangereux là, pour les méchants, là, pour des mal intentionnés. Là, fait que définitivement, c'est... Ouais. C'est comme les sorts, tu sais, l'armoire a disparu, c'est juste une armoire, là. Mais quand tu vois qu'est-ce que t'en fais après ça, tu sais, tout peut vraiment mal virer bien rapidement. Là, c'est vrai. Alors ça, c'était la parenthèse sur les objets ensorcelés. Monsieur Weasley, il avait raison. Oui, il avait raison. Quel bon conseil. Ben, super. Puis Harry, il s'en rappelle après tout le long de son parcours. Il est très sage, monsieur Weasley. Donc, sortilège. Avant, est-ce que vous voulez qu'on commence avec les sortilèges impardonnables? Ben, je pense que tu voulais juste mentionner, c'est ça, Sectum Sempra avant. Je voulais qu'on parle de Sectum Sempra parce que on peut inventer du sortilège apparemment. Ça, c'est quand même un tour de force, là, je pense. Vraiment, c'est de la magie très avancée de pouvoir réussir à créer un sortilège. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Non. Mais quand on y pense, tous les sortilèges ont été créés. Oui. Fait qu'il faut qu'on se rappelle que chaque sortilège dans l'univers, peu importe lequel, a été créé par quelqu'un. Puis quand on check l'histoire de ce sortilège-là, tu as toujours une personne source. Ouais. Tu as une personne qui est mentionnée comme quoi c'est l'inventeur, l'inventrice de ce sortilège-là. Fait que je pense que c'est à l'époque aussi, on s'entend comme des fondateurs. Là, fait que c'était peut-être... Ouais. Ça fait des siècles. Ça fait des siècles, exactement. Fait que je pense que au niveau actuel, où est-ce qu'il y a tout ça qui est inventé, définitivement, c'est un niveau de magie qui est très, très avancé. Puis j'imagine qu'il y a un processus, tu sais, il doit y avoir des chercheurs qui font des sortilèges, puis après, il faut que tu l'enregistres, il faut qu'ils le testent. Pour que ça devienne un sortilège reconnu, légal, qui est enseigné. La mère de Luna, Lovegood, qui est morte à cause de ça. Ouais. Ah ouais? Un de ses sortilèges a été mal viré, s'est retourné contre elle. Elle inventait des sortilèges, elle voulait inventer des affaires, puis ça s'est retourné contre elle, puis genre, bam, elle est morte. Fait que... Il y a des gros risques. Il y a des risques, exactement. Puis ce que j'avais lu, c'est qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs aussi. Souvent, les sortilèges qui ont été créés, c'était pas l'intention de le créer, puis c'est ça qui est arrivé. Genre. Puis c'est resté de même, puis comme c'est pratique. Fait que voilà. Ah ouais, j'avais oublié la mère de Luna. C'est vrai. Elle le mentionne dans le 5e, je pense, dans les films. Puis tu sais, Sectum Sempra,
c'est Harry qui le lance en premier. C'est comme ça qu'on le découvre. Il le lance à Malfoy, en fait, quand Malfoy, lui, était pour y faire Andoloris. Puis Harry, lui, a trouvé ça dans le livre du prince, dans le 6e. C'est écrit ça dans la marge. Nous, on sait maintenant que le prince, c'est Rogue l'inventeur. Lui, il le sait pas à ce moment-là. Lui, il le sait pas. Il lance ça au hasard. Puis finalement, c'est super grave. Tu sais, Sectum Sempra, c'est comme si c'était plein de coupures, genre d'épée. C'est entaillé par comme 300. Ben, tu peux en mourir, là, honnêtement. Tu peux vraiment mourir vite de ça. Vite, c'est ça, en plus. Heureusement, vite de ton sang. C'est ça, exact. Oui. Heureusement que Rogue était là. Ouais. Parce que sinon, Malfoy serait mort. Genre, net frais de sec à ce moment-là. Harry aurait un meurtre sur la conscience, alors que c'est même pas ça qu'il voulait faire, parce qu'il a pas lancé un sortilège impardonnable. Je pense que dans la marge, en plus du livre, c'était marqué « Utiliser contre ennemi ». Oui, c'est pour ça qu'il l'a fait. Définition, c'est ça, c'est pour ça qu'il l'a lancé. L'intention, c'était de l'utiliser contre ses Malfoy, ennemis, puis il l'a utilisé. Là, Harry, dans sa définition d'un ennemi, à ce moment-là, il avait mal gagé que ça voulait dire un immortel. Tu le lanceras pas. Pour tuer quelqu'un. Oui. Dans le fond. Tu veux la mort de quelqu'un. C'est ça. Puis ça montre vraiment bien ce passage-là que tu peux pas lancer un sortilège si tu sais pas c'est quoi qu'il fait, puis si tu sais pas le contresort. Parce que s'il avait été tout seul, il aurait strictement rien pu faire. Puis personne n'aurait rien pu faire parce qu'il n'est pas enregistré, ces sortilèges-là. Il y a juste Rogue qui sait comment faire. C'est vrai, McGonagall, là, se serait pointé à la place de Rogue, Malfoy serait mort. Elle n'aurait rien pu faire. Ouais. Puis tu sais, ça a l'air compliqué le contresort, là, genre Rogue il fait une longue chanson. Genre. Ben, c'est une incantation, là, plus qu'autre chose. C'est pas genre un mot là, que tu dis, là, c'est complexe. C'est un mouvement de baguette, là, puis... Je sais pas trop ce qu'il dit, là. J'ai sur le bout de la langue, en plus, là. Bref, je sais pas, on passe pas il trop dit des mots, là. Mais c'est 2 mots qu'il répète constamment. Comme un espèce de gospel. Voir que je sais pas ça. Je sais pas pourquoi je veux qu'il chante, Rogue, mais t'as dit ça dans le livre, là. C'est comme une chanson. C'est une chanson. Fait que, tu sais, complexe. Oui, très complexe. Puis Morse-Mord, encore une fois, c'est un sortilège qui a été inventé par Voldemort pour ses partisans. Dans le fond, à chaque fois qu'une place était touchée par les Mange-Morts, un meurtre avait été causé par un Mange-Mort, Morse-Mord, la marque des ténèbres dans le ciel, ça voulait dire que cette place-là était touchée par les partisans de Voldemort. Fait l'inventeur de ce sortilège. Oui, ça doit être Voldemort. Oui, définitivement. Oui. C'est sa marque qui était dans le ciel. Puis il en a inventé plein d'autres, Voldemort. Parlant d'invention, là, on sait que, tu sais, à un moment donné, c'est révélé que c'est comme ça qu'il a survécu, tu sais, en prenant possession de corps, genre d'autres êtres, comme genre des rats. Il a vécu dans des rats, là, c'est quand même... parce qu'il faut le faire. Il a pris... Oh my God. Ouais, il mettait son âme dans des rats. Comme qu'il a fait avec Quirrell, dans le fond, mais dans des animaux. Puis genre, les animaux, c'est genre une phrase dans le livre, mais... Les rats, genre, ils se parlent entre eux, puis ils sont comme, allez pas là, il y a genre, il y a quelque chose, genre, qui nous attaque, genre. Mais, fait que, tu sais, lui, c'en est un autre qui en a inventé plusieurs, là, des sortilèges. Très puissant comme sorcier, là. Je pense que c'est des actes de magie noire, principalement, là, pour inventer les sortilèges, là. Sinon, les autres sont comme finis, là, je pense, là. Tu sais, les utilitaires. Oui, mais en même temps, le rendu là, comme en créer, comme innover, ça serait peut-être plus difficile parce que tout est accessible. Sûrement encore, mais le besoin est moins présent, je pense, qu'au début. Exact. Ouais. Ce qui nous amène au sortilège impardonnable. Yes! Alors, on peut commencer par parler du contexte dans lequel Harry les apprend. Oui. Classe de défense contre les forces du mal par le faux Maugré, qui est en fait Barty Croughton Junior. Déguisé par le polynectar. En Maugré, oui. En Maugré. Mais c'est quand même utile, honnêtement, comme cours. Je trouve que le faux Maugré est quand même un pas pire prof, là, à part, mettons, quelques méthodes d'enseignement discutables, là, mais c'était quand même une classe utile. Oui, non, très utile. Puis personnellement, le faux Maugré puis le vrai Maugré, des fois, j'avais de la misère à les différencier. Oui, moi aussi, je suis confuse. Mettons, dans le 7.1, là, ils rentrent... Là, dans leur personnalité, dans leur personnalité, comme je pense... Je sais pas où l'étude de Maugré a été faite par Barty Croughton, mais comme c'était vraiment... un bon acteur. Oui, comme c'était quasiment les mêmes personnes. Moi, Maugré, faux Maugré, vrai Maugré, je suis comme les mêmes personnes. Oui, puis Harry aussi, il vit un malaise parce qu'il est c'est comme si je le connaissais depuis 1 an, mais en réalité, je sais pas pantoute c'est qui. C'est ça. Genre, il l'appelle professeur, mais ils se sont jamais vus, tu sais. Il n'a jamais été prof, Maugré. Non, jamais. Fait que c'est ça, Maugré, il y a 3 araignées, il leur montre tour à tour. Puis moi, je pense que l'ordre dans lequel il leur montre, j'imagine que vous allez être d'accord, c'est l'ordre de gravité. Ouais. Fait que le premier, c'est Impero, sortilège qui fait que tu peux faire ce que tu veux. Prendre le contrôle. De quelqu'un sans le posséder. Là. Sans son consentement aussi. Puis justement, Impero, c'est le sort que Harry va se permettre de faire un peu plus souvent dans les Reliques de la Mort. Dans le dernier tome, il se le permet un peu plus, puis en Doloris comme 2 fois, ou je sais plus trop exactement combien de fois, mais encore une fois, pour
la gradation. La gradation de gravité, là, tu sais, Impero, c'est comme le moins pire des trois. C'est le moins pire des pires, c'est ça. Il est pas durable dans le temps. Ça, on le découvre dans le 4. À un moment donné, on sait que Barty Croupton, senior. Senior, le père, lui, à un moment donné, ça faisait plus effet sur lui. On sait qu'Harry est particulièrement doué aussi pour résister au Impero. Dès le premier cours, en fait, c'est ça, je disais, tu sais, Maugré, le faux Maugré un peu bizarre de prof, il les teste sur eux. Là. Ben, en tout cas, il fait le Impero aux élèves. C'est vrai. Mais ça fait que Harry est capable de résister parce qu'il l'a vécu dans son cours. Puis c'est comme s'il y a une lutte intérieure à ce moment-là. Tu sais, en fait, il leur fait faire des petites affaires, là, genre sauter sur le bureau. Puis là, Harry entend une voix qui est comme « Ouais, vas-y, fais-le. » Puis il est comme « Non, j'ai vraiment pas le goût de le faire. » Tu sais, puis il vit comme un débat intérieur. Dans le cours, il finit par le faire, mais rapidement, Harry, ça devient... tu sais, ça passe un peu plus dans le beurre comme info, mais Harry résiste vraiment bien. Il y a une bonne tolérance. Il y a une bonne tolérance, puis ça, à mon avis, c'est intéressant parce que je pense que c'est comme ça pour chaque personne. Tu sais, tu vas pas nécessairement le subir de la même manière. Là. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus influençables que d'autres dans le monde des sorciers. Fait que d'après moi, tu sais, Barty Croupton, je pense qu'il était plus corruptible que Harry, puis probablement que tu le lançais à plein de personnes, il y aurait différents degrés de résistance selon leurs valeurs, selon... De ton esprit aussi, tu sais, de ta mentalité. Comme ça, Harry, il y en a dedans quand même. Noble, il est comme lui, il veut que ça se fasse comme du monde. Fait que, tu sais, tous les trucs un peu par en dessous, Harry, c'est pas son genre. Puis ça, je trouve qu'on le ressent dans sa manière de bien rester au Impero. Tu sais, Dumbledore, là, je pense que tu peux pas y faire un Impero. Là. Il est tellement droit dans ses affaires, il est comme, non, tu peux rien faire. Mais est-ce qu'il y a je sais qu'on va en parler après, là, mais tu sais, les occlumences. Tu sais, si t'es très, très, très avancé puis que tu peux fermer ton esprit, tu peux fermer ton esprit à un Impero, probablement. Peut-être, oui. Puis tu peux, ben, tu sais, on peut en parler au travers, c'est quoi la différence entre Impero puis légimancie? Légimancie. Tu sais, c'est que vraiment, t'entres dans les pensées de la personne, mais probablement que si t'es un bon Legilimens, tu peux savoir que la personne, elle veut te faire un Impero. Fait que là, tu peux t'ajuster en conséquence, tu sais. Legimens, tu lis les pensées, alors que Impero, tu contrôles la personne. C'est ça. Tu la fais agir contre son gré. Un Legilimens ne pourrait pas contrôler les actions puis le corps de quelqu'un. Non, comme quelqu'un qui est sous l'effet du sortilège d'Impero. Tu as juste accès à sa réflexion. Puis je pense que le Impero, ben, tu t'en rends pas compte. C'est vraiment comme... Ça remplace ton discours intérieur, mais par les... je pense que oui, tu t'en rends compte. Je pense que tu te fais faire sous l'effet. Parce que je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est un sortilège qui est impardonnable. C'est au niveau du consentement, puis au niveau que cette personne est encore consciente, qu'elle est en train... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de partisans de Voldemort qui disaient qu'il était sous l'effet de l'Impero quand il faisait ça, parce que... Dans le fond, il l'aurait réalisé. C'est ça, exactement. Mais Barty Croupton, senior, tu sais, l'as-tu réalisé? Ou peut-être qu'il était dans le déni, genre, je peux pas croire mon fils me ferait ça. En tout cas, ça doit être quelque chose de Mais c'est intéressant que tu parles de consentement, parce que c'est ça, finalement, ce sortilège-là, tu sais, c'est complètement... T'annihiles toute possibilité de consentement de l'autre personne. Oui, je pense que le fait que cette personne-là soit consciente des actes qu'elle est en train de commettre sans consentement, c'est ce qui rend le sortilège d'Impero grave, dans le fond. Le moins pire des pires, mais quand même grave. Puis je trouve, tu sais, c'est important dans la mentalité des sorciers, tu sais, que cette idée-là de respecter le consentement, ben, en fait, de ne pas le respecter, c'est impardonnable. C'est très grave. Andoloris! Hey, j'en ai long à dire là-dessus. Andoloris, pour moi, c'est important de parler de Neville quand on parle d'Andoloris. Parce que, bien sûr, son histoire de vie est vraiment reliée avec ça. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, autant pour moi, il y a un lien entre Voldemort puis Harry qu'autour de l'Avada Kedavra puis de la mort. Pour moi, il y a un lien entre Neville puis Bellatrix autour de la douleur. Parce que, tu sais, on sait que Harry, là, il a grandi orphelin, là, ça, c'est su de tout le monde. Puis, tu sais, c'est souvent, même Harry le dit, là, tout le monde a de la sympathie pour lui à cause de ça. Puis, tu sais, Neville, à côté, il est aussi orphelin. Mais Neville, là, c'est jamais le premier choix, OK? Fait que même au niveau de la pitié des autres, là, Neville, il raconte pas son histoire, il est low profile, personne ne sait tant que ça. Mais lui, les personnes qu'il aimait le plus sur Terre, genre les personnes qui le choisiraient plus que quiconque, ils ont été ravis de cette possibilité-là. Puis Neville, contrairement à Harry, il est condamné à les voir tout le temps à être absents. Parce qu'ils sont là, mais ils sont pas là. Puis moi, la scène où est-ce que la mère de Neville, elle lui donne un petit papier genre de bonbons là, quand ils sont à Sainte-Mangouste, là, ça me brise le cœur. Sérieux, là, épouvantable. Dans le livre, là? Dans le livre. Dans le livre, ils vont à Sainte-Mangouste voir M. Weasley qui s'est fait blesser, puis ils croisent Neville, tu sais, qui est avec ses parents, là.
Puis elle lui donne un petit papier de genre, c'est un emballage de gomme, genre. Parce que c'est Noël. Mais tu sais, elle sait pas c'est qui. Tu sais, elle sait pas c'est qui pantoute. Mais lui, en grandissant, Neville, il est vraiment confronté constamment à cette absence-là parce qu'il les voit, mais ils sont pas là. Tu sais, c'est tellement plus tragique, je trouve, qu'Harry. C'est de la torture. Oui, c'est de la torture. Vraiment. Émotionnelle, tu sais. Ouais. Fait qu'il subit un endoloris constant. Wow. Constant. Pauvre Neville. Alors qu'Harry a des beaux souvenirs quand même. Tout le monde parle de ses parents, il y a des photos, il se fait tout le temps dire qu'il ressemble. Ouais. Harry, il a vraiment un beau portrait. Mais tu sais, c'est grave, là, je ris. Il est triste, mais c'est pas de la torture. Non, c'est pas une douleur, genre, lancinante, contrairement, je pense, à Neville. Puis, tu sais, Bellatrix, dans tout ça, elle est particulière, là, parce qu'on s'entend que le Doloris, moi, je pense que c'est son sortilège fétiche, genre, c'est son préf, là. Puis, pour faire le sortilège de Doloris, il faut pas seulement que tu veuilles la souffrance de l'autre, il faut que tu aies plaisir que l'autre souffre. Ouais. Puis, tu sais, même Harry, il est pas capable de le lancer. Il lance à Bellatrix après qu'elle ait tué Sirius, là, quand même. Puis, genre, ça y fait à peu près rien. Elle dit non, mais ça marche pas de même. T'es juste en colère. Tu veux pas vraiment que je souffre, fait que ça me fait rien. Oh. C'est vrai. L'intention, encore une fois. Encore une fois, l'intention. Mais, tu sais, Bellatrix, à quel point c'est un être, genre, méchant. Moi, je pense que, genre, elle, s'il faut qu'elle fasse un patronus, elle pense à quelqu'un qui souffre. Genre, c'est ça, sa pensée heureuse, d'après moi. Si elle est capable d'en produire un. Oui, j'ai lu que la plupart des sorciers noirs comme ça, là, c'est même pas capable d'en faire un parce que... Ben, ils n'ont pas de bonheur. Oui, c'est comme, leur bonheur, c'est pas du vrai bonheur. C'est ça, pour en arriver à devenir une personne comme ça, as-tu vécu du bonheur? As-tu déjà été, genre, tu sais, ce sentiment-là, chaud, chaleureux, d'être bien, de bonheur? Je pense pas que ça a été il faut que tu l'aies déjà vécu pour être capable de t'en rappeler. Oui, c'est ça. Oui. Mais, Bellatrix, vraiment particulière avec le Doloris. Puis, tu sais, moi, je la compare à Voldemort puis son lien avec Harry. Parce que, tu sais, dans le fond, Voldemort, là, lui, là, à la base, là, mettons qu'on le ramène à sa plus simple expression, il a peur de la mort. That's it. C'est ça son problème. Il veut pas mourir. On peut le comprendre, là, mais en tout cas, c'est ses moyens qui marchent pas. Mais, tu sais, Bellatrix, elle, ce qu'elle veut le plus, c'est plaire à Voldemort. Puis là, on entre dans une autre catégorie, tu sais, de but de vie, là. Parce qu'elle, vraiment, là, elle est prête à n'importe quoi pour que Voldemort, il soit fier d'elle, I guess. Ouais. Je sais pas si c'est ça, la relation. La récompense. La récompense. Elle veut vraiment lui plaire. Que ce soit sa préférée, là. Ouais. Oui. Puis elle, pour moi, comme son sortilège fétiche, c'est celui de la douleur, pour moi, elle incarne vraiment complètement l'inverse de l'empathie, là. Elle, c'est comme si... Je pense qu'elle n'a pas. C'est vraiment rare, là, mais... Antipathique à 100%. Là, à 100%, je sais pas c'est quoi son histoire de vie, genre qu'est-ce qu'elle a vécu, si elle a été aimée, genre elle a tué des parents, elle a tué quelque chose. Elle a été endoctrinée vraiment dans la grosse affaire de sang pur, comme quoi, de base, elle était meilleure que tout le monde à cause de son statut de sang. Fait que je pense que déjà, quand t'es né là-dedans, c'est pas des gens qui sont super plaisants, là. C'est ça, t'es comme... T'es drillé à ça, là. Ouais. Mais pour revenir à Neville... dans le 5e livre, quand justement, je l'ai dit tantôt, il subit le Tarantalegra, mais avant ça, il subit l'Andoloris. Bellatrix, ça lui fait le Andoloris. Elle dit, garde, tu vas savoir qu'est-ce que tes parents ont vécu, là. Horrible. Vraiment, là, quel être. Puis, tu sais, je trouve que pour comprendre le tragique du personnage de Neville, il faut vraiment se rendre compte de qu'est-ce que ça représente, le sortilège d'Andoloris. Tu sais, Harry, il le décrit, là, parce qu'il vit, là, je vais vous le citer, là. Il dit que ce que ça fait sur lui, c'est qu'il a l'impression que ses os sont en feu, puis que sa tête se fend de part et d'autre. Puis c'est comme si des larmes chauffées à blanc transperçaient chaque centimètre de sa peau, puis que sa tête ne tardait pas à exploser. OK? Puis là, ça, c'est une fois, là. Genre, une occurrence de Andoloris. Puis Franck et Alice Londubat, ils l'ont vécu à tour de rôle tellement de fois qu'ils sont devenus fous, là. Puis en sachant qu'ils laissaient leur fils orphelin, là. Tu sais, à quel point il faut que tu sois loyal à ta cause pour pas dévoiler les informations. Parce ils n'ont rien dévoilé, en plus. Ils n'ont rien dit. Ouais. Et c'est vraiment, là, tu sais, on s'entend, encore une fois, j'enlève rien aux parents à Harry, là. Épouvantable, cette histoire-là. Mais Avada Kedavra, ça fait pas mal, c'est comme une seconde, là. Ouais. Mais... Ils se sont cachés, en plus. C'est comme, c'est correct, là, c'est normal de prendre la fuite, un enfant, mais tu sais... les parents de Neville se sont fait trouver, puis ça a été la torture. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça, honnêtement, les parents de Neville. Non. Tu sais, fait que quelle force de caractère. Wow, vraiment. Puis Neville, fait que là, lui, il est à côté, là. Il est là, il est comme
on the side, tout le long des aventures d'Harry, avec tout ce gros background-là, genre cette grosse histoire de souffrance qu'il vit encore au quotidien. Puis en plus, il est même pas l'élu, tu sais, parce que finalement, tu sais, c'est pas lui. Harry, ouais. C'est Harry, c'est pas lui que Voldemort a choisi, mais ça aurait pu être lui, mais c'est pas lui. Puis pour moi, c'est ça, Neville, ça, c'est jamais le premier choix. Je trouve ça triste. Bon. Oui, c'est triste. C'est comme, bof. Non, c'est triste, définitivement. C'est... Mais tu sais, en tout cas, il faut qu'il passe Neville à travers un gros manque de confiance pour réussir à devenir le sorcier accompli, ouais. qui a le potentiel d'être, tu sais. Parce que ses 2 parents, c'est des excellents aurores, c'est dit souvent, tout le monde les aimait, contrairement à Neville que tout le monde haït un peu. Ben non, personne l'haït, mais genre, il est juste inintéressant. Ouais. C'est le souffre-douleur de beaucoup de personnes aussi. C'est parce qu'il a tellement pas confiance en lui que les gens s'intéressent pas à lui. Genre, c'est comme... Ouais. Puis il se laisse marcher dessus. Exactement. Il se diminue lui-même. Oui, puis c'est de pire en pire. Moins il est bon, plus il se fait taper dessus, puis là, plus il perd confiance. C'est comme, lui, il est pris dans un tourbillon sans fin, dont il réussit à se sortir, entre autres, grâce à Harry quand même, là, avec l'armée de avec la gang. Avec la gang. Il se fait valoriser. Mais pour moi, vraiment, Bellatrix, en donnant aux parents de Neville la fin qu'elle leur a donnée, elle a créé le personnage. T'sais, toute la ligne de ce que Neville allait être. Il y a comme, à cause de ça, là, sa vie a pris complètement un tournant à 180 degrés de ce que sa vie aurait pu être. Là. Ça aurait peut-être pas été, ça aurait définitivement pas été la même personne, peut-être. Ben non. Neville, avec des parents aimants qui l'entourent, qui l'encouragent. Rien enlevé à sa grand-mère. C'est sûr qu'il y a des fanfictions que... Ah ouais. C'est ça, c'est dans l'histoire de Neville, puis ses parents sont pas... Oui, tu sais, en plus, l'acteur est comme devenu full beau, fait que là, les gens ont comme regagné un peu d'intérêt à cause de ça. Mais, vrai. En tout cas, le sortilège en Doloris, je le trouve important à comparer, ou plutôt à analyser avec Neville, parce que ça montre bien l'importance de la sensibilité quand même dans cet univers-là, parce que c'est ça... Bellatrix, c'est une personne qui affiche une image d'insensibilité au point qu'elle a du plaisir à voir souffrir les autres. Puis son némésis, c'est Neville, qui n'est que sensibilité puis empathie. Puis lui, même genre... Tu sais, Neville, il fait jamais de mal à personne. Là. Je pense que lui, il en jetterait jamais un sortilège impardonnable. Non. Je pense pas. Il ferait jamais en Doloris. Je pense qu'il le fait pas. Mais non, imagine-tu le traumatisme? Par définition, je pense que c'est comme un gros impossible. Non. Là. Impossible. Puis même au département des mystères, là, je sais plus trop, je pense qu'il s'est fait péter le nez. Là, il peut plus faire ses sortilèges, là, il peut plus les lancer. Mais il se bat à main nue. Là. Tu sais, il est vraiment vaillant. Là, il a sa place à Gryffondor. Il a vraiment sa place. Donne, là, je voulais qu'on lui redonne un petit peu de crédit, là, parce que... Ouais, Neville Love. Ouais, vraiment, Neville Love. Moi, j'ai pas d'opinion. Mais je suis en accord vraiment avec tout ce que tu dis, là, définitivement, mais Neville, pour moi, c'est Neville. C'est un personnage qui a vraiment sa place dans l'histoire, puis je l'apprécie. Mais il est secondaire, là, on comprend. C'est ça, il est secondaire. Il est secondaire, mais primordial quand même à l'histoire. Oui. C'est quand même lui qui tue Nagini. Oui, j'aime tout ça. J'aime tout justement qu'il aurait pu être l'élu, puis le dénouement à la fin avec Nagini, c'est tellement intéressant. Il est très vaillant. C'est un bon personnage. C'est un bon personnage. C'est un bon gars. Dans Doloris, mentionnons que c'est aussi possible d'y résister. Harry résiste à la fin du 7e, quand il est revenu d'entre les morts. Il est revenu de la gare. Les Mange-Morts lui jettent en Doloris, puis Harry pense « Ah oui, tu sais, je savais qu'il allait faire ça. » Excuse. Harry se dit « Je savais qu'il allait faire ça, c'est qu'il allait un peu comme humilier mon corps, genre, pour prouver que je suis vraiment mort. » Fait que là, Harry, il attend, tu sais, parce qu'il a déjà vécu, il sait qu'est-ce que ça va faire. Il attend, puis il dit « La douleur arrive jamais. » Genre, il y a aucune douleur. Genre, mentalement, il résiste, fait que ça fonctionne. Ouais, il résiste. Ben, c'est parce que juste là, parce que mentalement, il s'est préparé. Fait que... Il s'est préparé, puis je veux dire, les enjeux sont énormes. Là, s'il crie, il bouge, tout s'effondre. Genre, le monde finit là. Ouais. Fait que là, genre, je pense que son intention de résister est dans le pic là, à ce moment-là. Peut-être, ouais. Puis mais... veux pas, tu viens de te faire lancer aussi un Avada Kedavra. Fait que est-ce que ça build une tolérance par rapport aussi à un sortilège impardonnable qui est considéré moins pire? Je sais pas. Personne n'est jamais revenu d'entre les morts pour le dire, mais comme peut-être que ça a un lien aussi. Je sais pas. C'est beaucoup de spéculation. Mais... Oui, spéculation. On n'aura pas la réponse. C'est ça. Mais là, c'est une théorie qui est là. Fun. Oui, peut-être aussi qu'Harry ressent rien à ce moment-là parce qu'il est ressuscité, puis là, il bénéficie d'un pouvoir spécial qu'on ne sait pas. Là. Mais il dit quand même qu'il s'est préparé à ça. Il s'est comme entraîné à rien faire, parce que s'il fait quelque chose, tout tombe à l'eau. Ils ont tout fait ça pour rien. Avada Kedavra, le sortilège entre les sortilèges. Ouais. En
même temps, moi, il me fait pas tant peur parce que justement, il fait pas mal, pas en tout. Oui, c'est vrai, ça me dérangerait pas de mourir de ça. Non, honnêtement, bien mieux ça que Sectum Sempra. Ouais. Où tu te vois vraiment partir. Encore une fois, Incendio, là, tu te fais mettre en feu, là, comme, excuse-moi, mais non. Ouais. Mais il est quand même, c'est quand même considéré comme le pire. C'est le premier souvenir qu'Harry, en fait, a, là, c'est la lumière verte qui émane du sortilège. C'est ça qui se rappelle de ses parents de prime abord. Puis Harry, c'est le seul qui est revenu... il est revenu d'entre les morts, mais il a résisté au Avada Kedavra 3 fois au total dans sa vie, là, quand il était bébé. Quand, dans le 4, il se l'est fait lancer par Voldemort, mais ça a ricoché parce qu'il a fait Expelliarmus. Puis, à la fin, il l'a carrément vécu, mais là, il est revenu. C'est quand même un tour de force, là. Pas une, pas deux, mais 3 fois. Jamais vu, là. Jamais vu. Incroyable. Avada Kedavra, intéressant de le comparer pour moi au Expelliarmus là, parce que c'est vraiment Harry, c'est le sortilège qu'il choisit constamment pour contrer Avada Kedavra, ce qui est vraiment un choix bold là, parce que Expelliarmus, c'est vraiment pas le sortilège que beaucoup de monde considère comme étant le plus puissant, c'est le sortilège de désarmement. Mais c'est Harry, ça. T'sais, Harry, là, lui, il veut pas tuer. Il veut désarmer l'autre. C'est vrai, désarmement versus meurtre. Genre comme les deux intentions qui se rencontrent comme face Exactement. à face. Là, Harry, il veut quand même laisser sa chance à son opposant, de survivre, bien sûr, pas de l'anéantir, mais de survivre. Puis c'est constant dans tous les choix de sortilège qu'il fait, même quand, à un moment donné, ils se font attaquer, ils sont sur les balais, il choisit de lancer un sortilège. Je pense que c'est Expelliarmus qui lance à Stan Rocade pour pas qu'il meure, parce que s'il lui lançait un stupéfixe, il tomberait de son balai puis il mourrait de sa chute. Il pense à tout ça, même dans l'action, genre. Harry, il veut pas tuer. C'est vraiment... je pense qu'il a même jamais essayé de lancer l'Avada Kedavra. C'est vraiment pas... Même pas sur Voldemort à la fin, il fait Expelliarmus. C'est même pas quand ce serait correct de le faire. Oui! Pas. Genre, tout le monde aurait compris. Au complet, genre, comme il veut détruire ta vie. Oui, là, c'est toi ou lui. Mais, tu sais, ça en dit long sur son empathie, Harry, là, tu sais, vraiment. Puis c'est ça qui lui sauve la vie, parce que finalement, les deux sortilèges, peut-être Harry avait pensé, ils rebondissent, tu sais. Fait que là, s'il avait lancé Avada Kedavra, les deux seraient morts, tu sais, ça aurait été une toute autre fin, là, on s'entend. Mais, fait qu'Harry, lui, ben, il est à fond dans l'Expelliarmus, puis pour moi, Expelliarmus, c'est vraiment le contrepoids de l'Avada Kedavra, parce que c'est ce qu'Harry en a fait, mais c'est les intentions complètement opposées, pour moi. Peut-être qu'il y a des sortilèges... je sais pas s'il y a des sortilèges dont l'objectif, c'est faire le bien, là. Peut-être que ça serait plus une meilleure opposition à Avada Kedavra, mais dans les livres, c'est vraiment tissé que c'est l'Expelliarmus. Moi, je le compare vraiment, mettons, dans un contexte de duel. Oui. Puis t'as raison, t'as quelqu'un qui veut te désarmer, puis dire « OK, c'est beau, on a fini, le duel est fini », puis t'as quelqu'un qui veut te tuer, puis qui va mettre fin au duel en te tuant. Fait que je pense que c'est une belle comparaison que tu fais, là, définitivement. Puis dans les livres et dans les films, les 2 fois que... Ben en fait, dans les fois nombreuses que Voldemort lance l'Avada Kedavra contre Harry, parce qu'il a quand même essayé de multiples fois de le liquider, il se passe 2 phénomènes que je trouve intéressants à comparer. Il y a le Priori Incantatum dans le 4e. Là, dans ce cas-ci, c'est parce que leurs baguettes sont jumelles. Puis là, on les force à s'attaquer. Puis ça marche pas. Ça marche pas parce que on nous explique par après que c'est parce que il y en a une dans ce temps-là qui prend l'ascendant sur l'autre, qui force comme l'autre à recracher toutes les sorts qu'elle a lancés, comme une historique web. Exactement. C'est quand même Harry qui remporte. Donc, c'est la baguette d'Harry qui remporte ce duel-là. Donc, l'Expelliarmus l'emporte sur l'Avada Kedavra dans un contexte de duel de baguettes jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que ça veut dire que les baguettes ont comme discriminé ça, là, mentalement. OK, la meilleure intention d'entre les deux, c'était l'Expelliarmus, fait que c'est moi qui gagne. C'est vrai. Mais ça veut dire que c'est le sortilège plus puissant que l'Avada Kedavra. C'est le bien contre le mal, là, tu sais. Ben, c'est ça. Carrément. C'est le combat infini, genre depuis toujours. Ben, c'est que tu vas récompenser la personne qui avait la meilleure intention. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui se passe. Les 2 baguettes, c'est ça qu'ils font. Les 2 baguettes, c'est ça. Ils parlent vite, là. OK, là, En plus, c'est Fumsec, tu sais, qui les rend jumelles. Là. Il y a Fumsec, le phénix, fournit une plume pour les 2 baguettes. Fait que je pense que Fumsec est clairement du bord d'Harry, là. Je me rappelais pas que c'était Fumsec. Ouais, les quand plumes même. de Fumsec dans les baguettes. C'est carrément les plumes de Fumsec. Fait que je pense qu'il aurait pas laissé ça arriver. Glisser, Non. Puis dans le 7e,
il se passe un phénomène semblable parce que dans le Priori Incantatum, fait que Harry voit tous les sorts de Voldemort revenir, mais en fait, c'est toutes les morts qu'il a faites parce que c'est à peu près le seul sort qu'il fait. De ce qu'on C'est vrai, c'est son fétiche. Voldemort, il ne doit pas faire des Wingardium Leviosa. Impossible! Il blast ça, genre bombard. Fait que c'est juste des morts qu'il voit. Ouais. Puis dans le 7e, Harry, quand il s'en va pour se faire tuer, il sait que c'est ça qu'il s'en va faire, ben là, il revoit ces morts-là grâce à la pierre de résurrection, mais c'est un petit peu la même dynamique que dans le Priori Incantatum. Il a besoin, Harry, de se ramener à ses sources avant d'aller affronter la mort. Fait qu'il revoit ses parents, il revoit Sirius, il revoit sa gang, qui dit qu'il est fier de lui, et s'en va affronter Voldemort. Il meurt, il revient, puis là, c'est finalement le dernier, l'ultime combat. Dans le film, c'est full intense quand il se lance le dernier sort. Là, ils partent comme à voler, genre, c'est comme un festival de CGI. Film d'action. Trop bizarre. Dans le livre, c'est vraiment juste Avada Kedavra, Expelliarmus, ça rebondit, il est mort. Puis Harry a remporté la baguette de Suro. Yes. Puis, il la remet dans la tombe de Dumbledore. Oui! Je veux juste dire. Oui. Après avoir réparé sa propre baguette. Oui. Ça, en tout cas. La garoche en bas de la falaise, là, non. Non. On rejette ça. Ouais. Mentionnons qu'il existe d'autres manières de tuer. On l'a dit tantôt peu, là, mais donc Avada Kedavra, c'est pas le plus... c'est le plus grave des sortilèges impardonnables, mais il y a d'autres manières de tuer avec plein d'autres sortilèges. Je pense que c'est le plus grave parce qu'il a été créé pour ça. Exactement. Le but du sortilège, c'est de tuer quelqu'un. C'est ça. Exactement. Ton intention, c'est de Exactement. tuer. Ouais. Puis, suite à ça, on peut peut-être parler justement des sanctions puis de ce qui régit les sortilèges, parce qu'on a parlé un peu, quand tu fais un sortilège, il faut que tu l'enregistres. Là, à un moment donné, il en parle. Si tu peux pas lancer n'importe quel sortilège, tu peux pas juste faire on va tout faire ça là, gang. Il faut que ce soit légiféré. Puis tout le ministère de la magie est organisé autour de ça. J'ai regardé les départements, là. Il y a juste comme 2 départements qui n'ont pas rapport avec les sortilèges. Là. C'est les créatures magiques, puis je pense que c'est un les autre sports affaire. magiques, là, je pense. Ouais, genre. Fait que, mais tous les autres départements sont en lien avec régir les sortilèges. Il y a plusieurs règles. Entre autres, tu peux pas faire apparaître de la nourriture de nulle part. Tu peux la déplacer. Si tu sais où, tu peux la faire venir à toi, mais tu peux pas la faire apparaître de nulle part. Ni faire apparaître de l'argent. Tu peux pas faire apparaître de l'argent. Tu peux pas ramener un mort à la vie. Tu peux pas retourner dans le temps. Quand même plusieurs... Il y a des limites, là. Plusieurs limites, ouais. Parce qu'on voit le potentiel. Là, si tout le monde fait revenir dans le temps... il y aurait juste retourné dans le temps pour empêcher. Voldemort serait retourné dans le temps de tuer Lily. Ah ouais, c'est ça. Il n'y aurait jamais eu de problème. Le département de justice magique, c'est là où il y a les aurores, c'est là où il y a la police magique. Il y a aussi ce qui s'appelle les tireurs d'élite de baguettes magiques. Fait que, j'avais comme oublié ce détail-là, mais c'est comme des snipers, là. C'est pas des aurores, eux autres, c'est vraiment leur spécialité, c'est d'aller, genre, tirer quelqu'un. Mais... sur un toit, là, puis les genre, check de même. Là. C'est ce que j'imagine. Alors que les aurores, c'est plus comme des espions. Ils vont traquer les mages noirs, ils vont les affronter, ils peuvent faire des duels, tout ça, ils peuvent décoder des énigmes, mais les tireurs d'élite de baguettes magiques, c'est comme, à mon sens, je pense, c'est l'armée. Là, eux autres, ton backup, là, me semble. Ouais. Puis, tireurs d'élite magique. De baguettes magiques. magiques. Puis eux autres sont dans la brigade de la police magique, je pense. OK. Fait qu'il y a quand même, il y a les aurores, il y a la police. Je pensais que les aurores, c'était comme l'équivalent de la police. Je voyais ça de même. Finalement, non. Dans ce département-là, le département de la justice magique, à moins que je me trompe, je pense que c'est là aussi qu'il y a le département du père de Ron. Qui, by the way, sa job, je la trouve super importante au père de Ron. Ouais. Pour vrai, là... tu sais, on en a déjà parlé, voir pourquoi il fait pas un bon salaire. C'est juste bizarre parce que c'est un fonctionnaire, genre, j'aurais cru que leur salaire serait régi, mais... Tu sais, même au sein des autres sorciers, ils rient de lui, puis ils sont 2 dans son département, puis leur bureau, c'est comme un garde-robe. Ça fait pas de sens. Mais crime que c'est important ce qu'ils font. Genre, eux autres, là, ils s'arrangent pour que les moldus... apprennent pas. Puis si jamais ils ont un objet ensorcelé, que ça prenne fin, puis que les moldus aient pas de préjudice de ça, c'est super important. Genre, tout leur univers, à peu près, tient là-dessus. Puis super ridiculisé. Ça en dit long sur le ministère, je trouve. Parce que, finalement, c'est le vivre ensemble, là, tu sais. Il y a un respect pour les moldus. Parce qu'ils considèrent pas qu'ils sont supérieurs à eux, M. Weasley. Ils sont juste sur Terre, comme nous, puis il faut qu'ils vivent leur vie. Exact. On n'a pas d'affaire à les dominer, tu sais. C'est comme ça qu'il voit ça. Puis tout le monde rit de lui pour ça. C'est grave.
C'est très Pauvre grave. monsieur. Monsieur Weasley. Je m'insurge. Puis par rapport à justement tout le côté sanction, justice, puis qu'est-ce qui détermine, tu sais, quand tu es envoyé à Azkaban, c'est-tu juste quand tu fais un sort impardonnable ou il y a autre chose? J'ai regardé un peu parce que c'est le mage en magot là, qui c'est comme le tribunal. Oui, comme on voit dans le 5 au début. Comme on voit dans la salle en rond. Puis je suis allée regarder sur le Wikia d'Harry Potter. Puis honnêtement, ils sont assez sévères, OK? Il n'y a pas tant de gradation d'Azkaban. Il y a des sanctions à vie. Les sortilèges impardonnables, c'est toutes des sanctions à vie. À vie. Il y a des 6 mois que j'ai vu là, pour des affaires de genre t'as volé quelque chose ou t'es allé quelque part que tu devais pas aller. Mais j'ai pas vu, mettons, tant que ça de 1, 3, 5 ans. Genre, c'est beaucoup. Soit tu y vas quelques mois ou t'es là pour l'éternité. Ils sont assez sévères. OK. Il n'y a pas d'entre-deux, vraiment. Là. Pas beaucoup. OK. Je pense qu'ils sont assez stricts là-dessus. Là. OK. Il n'y a pas juste les sortilèges impardonnables qui peuvent t'attirer la prison à vie. Il y en a plein d'autres. J'ai lu justement dans mes recherches que ça faisait pas de sens, là, que si tu es un élève de Poudlard qui se fait renvoyer, tu te fais détruire ta baguette, mais si tu vas à Azkaban, tu te fais confisquer ta baguette. C'est comme, pourquoi tu t'as fait détruire? Genre, Hagrid, il se l'est fait détruire, puis tu sais, l'a transformé genre dans son parapluie. Ouais. Là. Ouais. C'est drôle parce que c'est l'inverse de, tu sais, dans notre vie, tu sais, vrai, on est plus indulgent envers les adolescents et les enfants qui font des crimes parce que comme, ils sont petits, là, ils essayent, tu sais. Vraiment. Mais oui, ça, c'est une autre des sanctions, briser la baguette. On apprend dans le 5 que c'est quand même, tu sais, t'es censé avoir un procès, là, mais dans le ministère de Fudge, rendu dans le 5e, il n'y a plus de procès. C'est genre, t'as fait une erreur, ciao, bye, ta baguette, t'en verras plus. On pourrait pas juste retourner chez Ollivander en acheter un autre, genre? Ben... Sûrement, parce que Ron, c'est ça qu'il fait. Ouais. Ben, tu sais, mais ça l'est pas fait, c'est ça. Fait qu'est-ce qui arrive, tu sais? Qu'est-ce qui arrive? Le marché noir des baguettes. Il doit en avoir un. Ben, c'est sûr qu'il y en a un, vraiment. Pour les sorciers, justement, qui l'ont fait confisquer, mais qui veulent continuer. Ça doit être comme, tu sais, les plaques d'immatriculation, tu sais, genre, elle est toujours active toute ta vie, fait que tu pourrais prendre n'importe laquelle. Tu sais, il y en a qui ont des collections de ça chez eux, mais genre, elle est encore active, mais peut-être les baguettes, c'est ça, tu sais, tu peux genre... Mettons que tu changes de baguette parce que tu l'aimes plus celle-là, ou genre tu as changé de prédisposition, tu n'aimes plus les sortilèges, mais tu peux avoir une ancienne baguette puis elle peut peut-être aller sur le marché noir. Peut-être. Puis sinon, ben c'est Azkaban et le baiser des détraqueurs, c'est leur équivalent de la peine de mort. Ouais. Mais c'est pire que la peine de mort parce que tu es encore là, c'est juste que tu n'as plus conscience d'exister, tu n'as plus conscience. Ton cœur bat encore, ton cerveau fonctionne avec les légumes. Ouais, c'est ça. T'es juste complètement inconscient puis tu peux jamais... c'est pas réversible. Fait que ça, c'est leur équivalent de la peine de mort. Ça, c'est quand même... C'est rare, là, je pense. Okay. Et finalement, maintenant qu'on a parlé des forces du mal et des sanctions, il existe quand même des sortilèges pour, en duel, justement, se défendre contre des créatures magiques, mais contre d'autres sorciers. Dans les plus importants qu'on apprend, il y a le Ridiculus pour les épouvantards, parce que quand même, ça peut vraiment te neutraliser si tu en croises un. Le sortilège Ridiculus, je l'aime parce que je trouve que c'est le seul qu'on peut faire pour vrai dans notre vie à nous, de Moldu. Parce que si on a peur, on peut vraiment penser à comment on pourrait ridiculiser notre peur. C'est vrai. Fait que genre, penserais à ça si vous avez peur d'aller aux toilettes, genre des fois le soir. Moi, des fois, je pense à ça. Je vais essayer de ridiculiser ma peur. Le miroir, là, moi, ça, je suis comme, je veux pas regarder ça. Ouais, moi, j'ai pas ce problème-là parce que je suis un sorcier, là, mais les Moldus à la maison. T'es un mange-mort aussi, là. T'as peur. T'as pas peur. Non. Fait que je l'aime parce que c'est le seul qu'on peut faire dans la vraie vie. C'est fun, hein? C'est cool. Ouais, c'est un ami qui m'avait dit ça, puis ça m'avait touchée. Mais j'ai une petite anecdote bien vite par rapport au sortilège qu'on peut faire dans la vraie vie, OK? Je savais pas où en parler, mais c'est maintenant, je le dis. Vas-y. Moi, dans ma vie, je suis aussi régisseuse de théâtre, régisseuse de plateau, puis il y a un été, genre, il y a quelques années, où j'ai travaillé sur un show qui s'appelle La Flûte enchantée. C'était Robert Lepage qui faisait la mise en scène. Puis, bear with me, là, j'en reviens à Harry Potter. La Flûte enchantée, c'est full un show de magie. Okay. Puis, il avait engagé pour faire tous les sortilèges un spécialiste de magie de théâtre qui s'appelle Jamie Harrison, qui est celui qui a conçu les sorts dans The Cursed Child. Fait que genre, cet été-là, on a tous dû promettre qu'on n'allait jamais révéler c'était quoi le secret parce que c'était les mêmes effets que sur Cursed Child. Fait que genre, je sais tout comment les sortilèges sont faits dans Cursed Child. Puis genre, ce gars-là, genre, c'était mon ami, genre, pendant un été, là. Tout le long de l'été, j'étais comme, c'est quoi ma vie en ce moment? Je peux pas croire que je peux pas croire que j'ai vécu ça. Wow, parce que, tu sais, je l'ai vu, Cursed Child, je sais pas si tu l'as vu, mais ouais, j'aime pas beaucoup Cursed Child, mais... Moi non plus, mais c'était quand même incroyable très de voir les effets spéciaux. Ouais, les effets sur scène. Vraiment. Puis, tu sais, ça, on a passé l'été à répéter ça, là, tu sais, parce que ça peut pas marcher, là, si ton sortilège ou ton truc, ton effet de magie ne marche pas, tout s'effondre. Cool. Fait que genre, ouais, ça, j'en reviens toujours pas d'avoir vécu ça. Je pense que... Mais c'est une expérience, là. C'est une expérience. Pour vrai, tout l'été, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Genre, on pratique genre, les trucs de Cursed Child, c'est les mêmes. Nice. Voilà.
Dans les sortilèges de défense, sinon, Spero Patronum. Ben oui, un incontournable, une des grandes forces d'Harry à part l'Expelliarmus. C'est donc pour contrecarrer les détraqueurs, qui sont les gardiens d'Azkaban. Puis pour ça, ben il faut avoir des pensées heureuses, mais vraiment intenses. Vous en avez parlé, tu sais, au début, Harry a de la misère parce qu'il ne choisit pas des souvenirs assez heureux, puis il n'y a pas une vie super heureuse non plus jusqu'à un certain point. Là, fait qu'au début, son répertoire de souvenirs n'est pas immense. On en avait parlé à l'autre épisode. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant dans les livres, quand même, c'est que les détraqueurs font émerger en Harry un souvenir inconscient de ses parents. Ils se mettent à entendre leur voix. Puis là, il y a comme une petite lutte intérieure parce qu'il y a quand même le goût de les entendre. C'est comme le seul indice tangible qu'il y a d'eux. Il n'avait jamais entendu leur voix avant. Il n'a jamais entendu leur voix avant. Puis là, il entend sa mère. Puis là, plus ça va, il entend plus long dans ce qui s'est passé. Puis là, il entend son père qui arrive. Puis à un moment donné, on le voit vraiment dans les livres. Il y a comme un dilemme. Il fait, là, il faut juste que tu te dises, Harry, genre, sont morts. Ils vont pas revenir. Là, c'est un écho que tu entends, genre, arrête. Faut que tu arrêtes de vouloir ça parce que sinon, tu vas te laisser complètement happer par le détraqueur. Super dangereux. Mais c'est un sortilège vraiment, vraiment, vraiment puissant. Puis c'est un sortilège qui sert aussi à Dumbledore pour expliquer à Harry que les morts nous quittent pas vraiment, qu'ils sont en nous. Puis c'est pour ça que son Patronus à Harry prend la forme d'un cerf, qui est la forme de son père quand il est un animagus. Il lui dit, Dumbledore, faut que tu arrêtes de penser que les morts nous quittent. Les morts sont en toi. Puis quand tu as un Patronus, c'est ton père que tu vois. C'est juste qu'il vient de ton toi. Ton bout de près, Félix, dans le troisième livre, il dit, ton père est venu te rendre visite, genre, à ce moment-là, quand tu as fait ton Patronus. Puis tout, c'était vraiment un beau moment, parce qu'il vit en toi, parce qu'il est en toi. Il dit, c'est en toi que tu l'as découvert. Un beau quote, là, dans le livre, là, Vraiment, moi aussi, ça m'a full touché. Ouais, puis c'est ça. Les Patronus prennent une forme différente pour chaque personne. Je pense que dans le temps de Pottermore, on pouvait aussi faire un test pour savoir c'était quoi notre Patronus. Moi, je l'ai fait. Moi, c'est un léopard. Moi, c'est un corbeau. Étiez-vous content? Non. Moi, c'est un Raven, comme Ravenclaw. Je suis dans Ravenclaw. Non, parce que mon test, il m'a pas donné Ravenclaw. Ouais, c'est ça. C'est ton choix. Fred, elle a choisi sa maison. Ben oui, mais c'est ça le vrai choix, là. Oui, c'est vrai. Exact. Harry a choisi Gryffondor. Ce sont nos choix qui montrent... Les gens qui sont tristes de Pottermore, là, choisissez, là. Ouais, c'est ça. Regarde, à un moment donné, là. Mais moi, je me rappelle plus c'était quoi mon Patronus. Je pense que c'était genre un oiseau, puis je m'identifie aux oiseaux. Là. Je pense que singe, comme je veux pas. Léopard, j'étais quand même, c'est cool. Là. Ouais, c'est badass quand même, un léopard. Quelque chose, un fauve. Ouais, c'est ça, fauve, là. J'étais dedans. C'est cool. Tant mieux pour toi. Et pour finir, avec les sortilèges, on pourrait en parler pendant pour vrai, genre des milliards d'années. Là. On se rebook une partie. Oui, c'est ça, vraiment. Mais le sortilège originel, c'est vraiment le sortilège de l'amour. Puis c'est comme une... Protection ultime. Protection ultime. Le plus gros pouvoir. Le plus gros pouvoir que Voldemort aura jamais compris de sa traître vie. Parce qu'il n'a pas été conçu dans l'amour, fait que c'est comme inaccessible pour lui. Ouais. C'est le sortilège que la mère d'Harry a jeté sur lui, je pense, sans le savoir. Inconsciemment, là. Oui, c'est ça. Parce qu'elle s'est sacrifiée pour lui, Harry bénéficie d'une protection qui lui sert pendant plusieurs films et livres, jusqu'au 4, en fait, quand Voldemort renaît. Voldemort, il explique qu'il tenait pour renaître dans sa potion à mettre le sang de Harry pour que cette protection-là soit dans lui. Fait que maintenant, il peut toucher à Harry sans bénéficier de la protection de l'amour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Harry la retourne un peu contre lui dans le 7 parce qu'Harry lui-même, il se sacrifie pour tout le monde. Quand il revient, je sais pas si c'est vrai, OK? Il dit juste ça à Voldemort, genre pour le faire patienter avant de le tuer. Là. Mais il lui dit, avez-vous remarqué que depuis que je suis ressuscitée, genre, vous avez pas réussi à tuer puis à nuire à aucune personne qui est de mes amis, genre, parce que j'ai jeté le même sortilège que ma mère en acceptant la mort. Ce que Voldemort serait jamais capable de faire, accepter la mort. Il ne verra jamais faire ça. Alors qu'Harry, lui, il est comme, parfait, je vais mourir pour mes amis. Ben, c'est quand même, il y a eu un travail sur lui. Là. Il est pas, c'était difficile là, à arriver à accepter ça, mais ça fait que, moi, je pense que c'est vrai, il y a un sortilège, après ça, de protection qui est sur tout le monde qui est dans la bataille de Poudlard pour les protéger de la mort, parce que Harry a fait le sacrifice. Puis cette idée-là que c'est le sortilège ultime, un des plus puissants, que Voldemort comprend pas, que beaucoup de personnes comprennent pas, puis c'est comme décrit comme une magie ancienne, c'est super mystique. Ben pour moi, ça rejoint toute cette idée de la lutte des classes, dont je parlais au début. Finalement, je trouve que la manière dont les sortilèges sont utilisés, ça nous renseigne sur
l'échelle des valeurs dans le monde des sorciers, puis comment, finalement, c'est une histoire d'empathie versus la facilité, l'orgueil, la peur. Qu'est-ce que tu choisis quand tu as le pouvoir, finalement? Quand tu as la baguette, quand tu es capable de lancer des sorts, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis la guerre qui s'organise à partir de la fin du 4e, là, puis qui va engendrer tous les combats, ben c'est ça, tu choisis ton camp. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ton pouvoir? Les mages noirs, ils considèrent qu'ils vont dominer, puis ils veulent enlever tout le monde qui n'est pas des sangs purs. Ce qui est ridicule, parce qu'il y en a tellement peu, finalement, là, des sangs purs, là, quand tu fais tu sais, ils sont tous cousins, là. Alors que, du côté du bien, ben ils considèrent que tout le monde est égal. Puis, tout le monde est égal, mais pas juste les sorciers, là, les autres, tu sais, les créatures magiques aussi. Les moldus. Les moldus, oui, vraiment, parce que, tu sais, d'ailleurs, la statue du ministère, elle change quand c'est les mange-morts qui gèrent le ministère, puis c'est comme, ils écrasent, genre, les moldus. Ouais. Les moldus tiennent un bloc de béton sur lequel se retrouvent des sorciers. Ouais. Ben, c'est vraiment ça, l'opposition, pour moi, tu sais. Puis pour moi, c'est pour ça qu'aussi, on peut voir dans tout l'univers d'Harry Potter une histoire de lutte des classes, tu sais, finalement, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'Harry, quand il est à Poudlard, c'est là qu'il se sent chez lui, qu'il dit, parce que, tu sais, à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui en ont besoin, même si t'es un demi-géant, puis que ta baguette a été cassée, même si t'es un loup-garou qui a pas de job parce qu'il y a des lois qui t'empêchent de travailler, même si t'es un pas full doué en magie, que ses 2 parents sont fous puis qu'il n'y a aucune confiance en lui, tu sais, peu importe qui t'as pas... À Poudlard, tu vas te faire aider parce que tu vaux la même chose que les autres. T'sais. Même Dobby, qui est plus elfe de maison, il peut rester là. Il se fait payer habillé, en plus. Oui, comme allô. Oui, puis en plus, Dobby, il a refusé genre un gros salaire là, quand même. Là, Dumbledore voulait payer 10 gagnons par semaine, puis Dobby, il voulait 1, mais quand même, Dumbledore, il était willing. Là. Molly Weasley, elle devrait trouver une job à Poudlard, baptême. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. 10 gagnons par semaine, même pas ça dans son sa coffre. Fortune. Ouais. C'est vrai. Mais, tu sais, bref, c'est... Dans la cuisine, la Poudlard, baptême. En tout cas. Elle serait bonne. Elle serait tellement bonne, il n'y aurait pas besoin d'un elfe. Non. Elle pourrait prendre tous les salaires. Ouais. Les Weasley vaudraient enfin quelque chose. Ouais. J'espère qu'après la bataille des sorciers, ils ont fait une échelle salariale qui a de l'allure au ministère. Qui a plus de sens, là. J'espère. Mais c'est ça. Puis, à l'inverse, ben, les gens qui sont comme les Malfoy, par exemple, ben c'est des poltrons, tu sais. C'est des sans-peurs, mais ils font faire toute la job par les autres. Ils font rien. Ils se font toujours se mettre... Eux autres, ils vont toujours se mettre du côté du pouvoir, tu sais. Fait que là, quand c'est pas Voldemort, ils disent « Ah, ben on était sur Impero, on sait pas ce qu'on fait. » Quand Voldemort est au pouvoir, ils sont de son bord. Tu sais, c'est full des lâches, alors qu'eux autres, ils se prennent comme s'ils étaient les plus supérieurs qui existent. Ouais. Mais finalement, on n'a aucun signe tangible de ça. C'est vrai. Les nobles sont les sympathiques. Ben... C'est comme ça aussi dans le vrai monde. Là. Oui. c'est comme... C'est vrai. Ben, en tout cas, pas tout le temps, là, mais... Non, mais... ouais. Pas en grande majorité non plus, mais oui, en grande majorité, je trouve. Oui. Ouais. Non, mais tu sais, la plupart des gens, on a de l'empathie, là. On n'oublie pas que quand on fait quelque chose, les autres vont avoir une conséquence. Je veux dire, c'est le même dans le vrai monde, pas mal tout ce que tu dis depuis tantôt, là, la lutte des classes, puis... la baguette, mon couteau. Mais je pense que c'était ça, à la base, le but d'Harry Potter. Évidemment, là, tu sais, c'est des conflits qu'on a vus dans l'histoire, puis dans l'histoire, je veux dire, du monde. Oui, c'est ça. Qu'elle a intégré dans le récit d'Harry Potter, tu sais, c'est super intéressant. C'est plus que le bien puis le mal, là. C'est vraiment toutes les nuances qu'il y a autour de ça. Anne-Sophie, my God, merci tellement. C'était incroyablement intéressant. J'aurais pu parler pendant 5 heures encore. Wow. Non, mais moi aussi, c'est un sujet qui me passionne. Puis tu l'apportes tellement d'un nouvel angle. Je trouve ça vraiment intéressant, définitivement. Tu nous as fait vraiment comprendre des choses, là, des trucs... Wow, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais les comparaisons que tu fais, les liens que tu fais, je trouve, avec les très pertinent. On pourrait en faire tellement d'autres. C'est infini. Très le fun. Je pense qu'on va te recevoir à nouveau. Ça me ferait plaisir. Ça serait cool. Éventuellement, là, je peux pas dire sur quoi. N'importe quand. Ben, merci beaucoup. Merci comme j'ai dit tantôt, on va se déplacer dans l'après-show, la salle sur demande, l'après-show qui est disponible sur Patreon pour discuter de ce qu'on pense de la série à venir, une nouvelle adaptation des romans d'Harry Potter qui va être sur HBO Max dans quelques années, disons-le. Je ne sais pas exactement, peut-être 2024, 2025, on ne sait pas encore, mais on sait ce qu'on en pense, par contre. Donc, je vous donne rendez-vous sur Patreon pour jaser de ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci. À la prochaine. Bye. Bye.